cours collectif, faut apprendre la musique et le rythme. Et alors, j'avais été géo Club Med, mais autant te dire que la musique et le rythme, c'était un truc, je l'avais pas, tu vois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton business Ça plan... sera pas bon. Ouais, Ça sera pas exactement. Si jamais tu ouvres et que tu as 35 heures de créneau par semaine et que tu dis bah dans mon business plan, je mets pas de coût humain parce que bah c'est moi qui vais coacher. En fait, ton business plan, il est voué à te faire travailler sans rémunération. Ad vitam. Ad vitam aeternam, Ouais. c'est sur le papier, tu l'as mis dès le début que tu allais rémunérer personne pour ces heures. Aujourd'hui, les honneurs, ils sauvent des vies. Donc en fait, ça devrait quand même pas être tabou d'arriver à gagner sa vie et peut-être pour certains de gagner correctement leur vie en gérant une box. Oui, c'est quoi les erreurs que tu referais pas? C'est vraiment la première. C'est vraiment la première que je ne referai pas. Je ne connais pas grand monde qui te dira ah, oui, la communication sur l'augmentation de prix de CrossFit C'est très a bonne. été bien faite. Tu vois, hein. Ça, je ne vois pas qui que ce soit qui pourra te le dire. On est parti? Eh ben écoute, quand tu veux. Allez. Merci, comme je te disais, de venir, de prendre le temps, de venir échanger un petit peu ton retour d'expérience. Juste avant de te demander de te présenter, je te donne un peu le plan de match. Avec vite grand fait. plaisir. Ce que j'aimerais bien traiter, c'est toujours commencer par comprendre qui tu es, un peu ton parcours, etc. Ce qui t'a amené, je trouve que c'est super important pour comprendre les différents points de vue et tout ça. Yes. Donc faire un peu le tour de tout ça. Ensuite, ouvrir une salle. On avait eu un échange au téléphone, tu vois, genre, je sais que c'est quand même des moments où, comme toute ouverture d'entreprise, tu te sens un peu seul et tout ça, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc savoir un petit peu ce par quoi t'es passé, en essayant de rentrer un peu dans le détail, tu vois, genre chacune des étapes, les temps que ça a pris, les inquiétudes, tout ça. Avec la gestion d'imprévus, parce que t'as quand même ouvert un an pile avant le Covid. Puis des imprévus, t'inquiète. On a changé la toiture avant l'ouverture, donc voilà, t'inquiète pas, on va pouvoir échanger sur les imprévus. Exactement, voilà, ce genre de choses. Ok. Ensuite, petite spécificité, un déménagement. Ouais, deux. Deux déménagements avec un déménagement et un deuxième dans la foulée. Donc là, pareil, en termes d'imprévus, pas mal. Ouais. Les erreurs, les choses qui coûtent cher, les choses qui se passent bien. Avoir un peu ton retour là-dessus, parce que ça fait un peu écho à Ellie, qui est venue du coup jeudi la semaine dernière là-dessus pour nous, qui disait que bon, effectivement, c'était pas forcément selon où tu ouvrais possible d'être propriétaire. On échangeait autour de tout ça, locataire, propriétaire, etc. Et qui disait la première étape, c'est juste déjà de pas voir trop grand sur son projet. Et je trouve que dans ce que j'ai cru voir, il y a un peu ça dans ton suivi, tu vois. La première partie était... Ça, c'est sûr. C'était 120 mètres carrés, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Et après, aujourd'hui, 600 et quelques, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. 620 à 650 avec un petit intermédiaire. Ouais. Voilà, donc je trouve ça faisait un peu écho à ce que disait Ellie, donc je voulais voir un peu le déménagement, comment tu avais géré ça, est-ce que tu y avais pensé dès le début, enfin voilà, faire ce genre, ok, voilà. Et puis après, tu es quand même country manager aussi, donc je voulais avoir un petit peu ton retour sur CrossFit aujourd'hui, comprendre aussi, on en avait un petit peu parlé, mais l'organigramme, le fonctionnement réel en fait, sur ce que tu peux dire, évidemment, tu nous diras. CrossFit France ou CrossFit en général? Les deux. Ok. Tu vois, comprendre un peu comment ça descend, l'information, la vision. Là, ça vient de changer il y a quelques semaines. Tu vois, savoir un petit peu si tu vois déjà des choses, si tu sens des choses se détacher de tout ça. Les affiliés aussi, l'évolution des profils, et puis des salles. Et puis voilà, et puis on verra déjà où ça nous mène. Ça fait déjà pas mal de sujets abordés, donc carrément, écoute, une belle feuille de route. Voilà. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Pierre. Comme tu l'as évoqué, j'ai différentes casquettes. Avant tout, je suis honneur de ma box CrossFit Versailles. Ça fait 8 ans, grosso modo, maintenant. À côté de ça, je suis country manager pour CrossFit France. Donc grosso modo pour le rôle, on y reviendra je pense plus tard, mais c'est vraiment l'idée de faire l'intermédiaire entre les box françaises, je vais peut-être même mettre un petit slash, je dirais francophone, et la maison mère CrossFit, donc aux États-Unis. Et à côté de ça, j'ai aussi la chance de traduire sur les level 1, sur les level 2, ce qui, je le mentionne parce que permet aussi de rester très proche de la méthodologie. Donc c'est vraiment un mix, un tout qui est important. Et au sein de ma box, pour revenir dessus, donc ça fait 8 ans, maintenant j'ai réussi vraiment à construire une équipe, une chose essentielle, je pense qu'on en parlera. Et donc je coach encore entre 8 et 12 heures par semaine, mais j'ai aussi la possibilité sur des semaines comme le French de pas être à la boxe et ça tourne. Donc voilà un petit peu les différentes casquettes, les différents rôles que je peux avoir aujourd'hui. Du coup,
Pour comprendre qui tu es, sur ton parcours un peu, Ouais. euh, j'ai bachelor en chimie Oui, ouais, initialement, licence, ouais. plutôt scientifique parce qu'après médecine aussi, Ouais, ou alors c'était avant? ouais, c'était avant, ouais. Ouais, Ouais, ok. ouais. Bah, si tu veux que je rebondisse un petit peu là-dessus, ouais, mon parcours, donc bon, très classique jusqu'au bac. Et en fait, j'ai toujours été un peu drivé par cette volonté d'aider, tu vois, les gens. Et en fait, bah, de base, quand tu réfléchis à aider les gens, le basique, c'est je vais sauver des vies. Et du coup, pour sauver des vies, tu te dis, bah, je vais faire médecine. Donc, c'était un petit peu le choix de base. Donc, j'ai fait 2 fois la première année, la PACES à l'époque. Donc, tu avais le côté médecine, mais tu avais aussi le côté pharmacie, tu avais Ouais, sage-femme, tout ça. Et en fait, bon, la médecine, c'est pas passé. Mais il y a le côté pharma qui m'a bien plu. Et où je me suis dit, en fait, bon, bah, tu peux sauver des vies en faisant des opérations, mais tu peux aussi peut-être sauver ou en tout cas aider la vie des gens en trouvant des médicaments qui vont les sauver, qui vont améliorer leur qualité de vie ou autre. Et donc, à l'issue de cet échec en médecine, je me suis dirigé vers la chimie pour essayer de recouper la pharma. Et donc j'ai toujours été assez sportif de par mon père. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, judo, rugby, football américain, pour citer les plus grands. J'ai fait beaucoup d'athlétisme aussi, de course à pied. Et en fait, pendant la médecine, j'ai totalement arrêté le sport. Et quand j'ai attaqué la chimie, là j'ai eu le temps de réattaquer. ok, Au travers de la course à pied, j'ai découvert un petit peu à l'époque les Spartan Race. ok, Et en faisant des Spartan Race et en essayant à mon humble niveau d'être compétitif là-dessus, j'ai connu le CrossFit pour m'y préparer. ok. Et donc c'est comme ça que j'ai connu le CrossFit. Et Donc donc, ça c'est quand à peu près alors, en... ouais, il y a plus de 10 ans, il faudrait que je regarde les dates exactes, mais ça doit être 2014, Ok, quelque chose comme ça. Ouais, aux alentours de ça. 2014-2015, je fais ma première séance au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. ok, Ce qui plus tard est devenu la maison des French pour ouais, quelques années. Donc c'était extra de voir ces athlètes bah, se challenger sur le floor où plutôt il y avait une petite cage coachée par un mec qui s'appelle Gintas, un ancien qui avait vraiment sa méthode et sa façon de faire, mais vraiment top pour découvrir. Et, euh, et donc, en parallèle de ma chimie, je fais du crossfit. Et en fait, donc tu t'inscris ou tu fais un peu de CrossFit en drop de temps en temps non, non, je tu m'inscris t'inscris et tout? vraiment. Ah ouais, 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 là, c'est vraiment, je prends mon abonnement et j'y vais beaucoup, tu ok. vois, genre en mode, enfin, l'université, t'as quand même du temps. Et si on se parle de toi à moi, tu sors de médecine, t'attaques en fac de chimie. Bon, normalement, ça allait, tu vois, en tout cas les premières années. Mes parents te diront peut-être différemment, mais bon, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Et, et en fait, tu as un peu cette dualité où en chimie, je suis assis 6 à 8 heures par jour sur une chaise à faire des trucs qui sont sympas, hein, qui me plaisent. Mais je me dis, bon, le but d'aider les gens, il paraît quand même assez lointain. Et en fait, à côté, j'ai ce truc où je vais m'entraîner en crossfit. Bon, pas de la façon qu'il faut, hein, je préfère le dire tout de suite, mais à l'époque, peut-être plus d'1 heure par jour, tu vois. Et où je me dis, mais c'est trop bien, c'est là que putain, je bouge. Et puis à l'époque, quand tu veux savoir un petit peu plus sur le CrossFit, tu vas sur crossfit.com et tu es vraiment à la source. Ouais, Et la source, c'est quand même améliorer la santé des gens. Et donc en fait, au fur et à mesure de toutes ces années où tu as cette dualité de chimie, je suis assis, et CrossFit, je bouge, je me rends compte que cette volonté d'aider les gens, bah, en fait, je peux l'atteindre, mais avant même que les gens ils soient malades. ouais, J'ai pas besoin de trouver des solutions à leur maladie. Je peux prévenir le fait qu'ils deviennent malades. Et donc en fait, ça m'apparaît un peu comme une évidence de le sens de bah attends, en fait, bah je vais travailler dedans dans un premier temps, tu vois, et puis quand même un petit peu déjà en fond de pensée le peut-être je vais ouvrir ma salle. Et donc je finis quand même ma licence de chimie parce que 2 ans de médecine, j'en suis à 2 ans de chimie, je vais voir mes parents, je leur dis j'arrête la chimie et je vais faire du sport. Et ils me disent bon, t'es gentil, ça fait 4 ans que t'as passé ton bac, tu prends 1 an de plus pour finir ta licence et après tu peux aller un petit peu faire ce que tu veux. le truc dont tu nous parles, ce que tu veux en tout cas le truc dont tu nous parles. Je leur dis ok, donc j'investis 1 an de plus pour finir ma licence. Et en fait, pendant cette année-là, je commence déjà, tu vois, à mettre des trucs sur le papier, à me renseigner dans la création d'entreprise. J'enchaîne avec un BPGEPS. Ouais, Et en fait, sorti du BPGEPS, quelques mois plus tard, on ouvre la salle avec Arnaud, qui est le head coach de la structure, qui lui a été en CDI dès le jour 1, mais a été
un pilier, même plusieurs piliers, je vais te dire, de l'histoire CrossFit Versailles. Ok. Donc du coup, en fait, ça a été vite parce que t'as été géo entre-temps. Oui, absolument. Putain, c'est en ski effet. nautique en Martinique, Alors, on m'a noté. oui, c'est une super bonne remarque et en vrai, tu fais bien d'en parler parce que ça joue un vrai rôle, je pense, dans cette décision aussi. Alors, en effet, pendant mes licences de chimie, l'été, les vacances Ok. en université sont assez longues Ouais. et du coup, j'allais en effet faire 3-4 mois géoski nautique et en fait, tu fais super bien d'en parler parce que limite, tu me le rappelles, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où je prends mes premières expériences d'enseignement, d'animation, Ouais. mais aussi d'enseignement du sport. Je me rends compte ce que ça apporte aux gens. Tu sais, ce sentiment de réussite où Ouais. tu as les gens, bon oui en effet ski nautique, les mecs ils arrivent, ils en ont jamais fait et puis tu prends 10 minutes avec eux sur le ponton pour leur expliquer, après tu vas à l'eau, tu les aides et puis ils reviennent, ils sont trop contents. Je pense aux enfants, tu vois, de 10, 12, 14 ans qui font leur premier tour de ski nautique, qui ressortent avec la banane jusqu'ici et puis en effet t'en parles mais ce côté animation, ce côté où va falloir aller danser à telle heure, va falloir aller même, tu sais, oser, enfin je sais pas, la connaissance que les gens ont du Club Med, mais tu as un moment qui est l'apéro, donc c'est avant le dîner, Ok. et en fait ce moment-là, en tout cas à l'époque où moi j'y ai travaillé, tu dois, entre guillemets, c'est une règle voilà, un peu non dite, mais tu dois trouver une table qui va t'inviter à dîner avec eux. En tant Alors, que membre de l'équipe en tant que géo, d'encadrant. tu Ouais. dois trouver Ok. une table de clients, donc ce qu'on appelle les GM. En tant que géo, gentil organisateur, tu dois trouver une table de GM, gentil membre, qui va t'inviter à dîner. Mais tout le monde le sait, hein, autant les clients Oui. que les personnes qui y travaillent. Parce que sur le papier, tu n'as pas vraiment le droit de rentrer au restaurant tout seul. Ok. C'est-à-dire que le chef de village, le patron du village Club Med, il est à l'entrée du restaurant et il dit bon appétit et il accueille tous les clients un par un toute la soirée. Donc t'imagines quand même le sens du service et tout. Et s'il te voit rentrer dans le restaurant tout seul pour aller dîner, il vaut mieux que tu aies genre une bonne excuse, genre non mais là j'ai la répète du spectacle, le truc, le Ouais. machin. Ouais. Et donc en fait t'arrives les premiers soirs, enfin tu vois, faut oser se lancer à l'eau. Et puis, tu arrives le premier soir, encore, tu vois, quand tu as passé toute la journée à enseigner le ski nautique à une famille, tu es là, on se retrouve à l'apéro ce soir, ça va. Mais les premiers soirs, tu es là, t'oses pas, je peux me joindre à vous, oui. Donc en fait, tu as aussi ce truc d'ouverture à l'autre, tout ça. Et puis le dernier point de cette expérience, c'est quand même le service. C'est vrai qu'on a l'image Club Med, les bronzés ou quoi, mais aujourd'hui, et moi en tout cas quand j'y ai travaillé, le Club Med, c'est vraiment de l'hôtellerie de luxe. Ouais. Donc tu as un espèce tu vois, de détail, d'aller chercher le détail, d'importance au détail qui est vraiment présente. Et c'est vrai que tout ça, ça a quand même honnêtement joué sur, je pense, la réussite du projet et puis même mon expérience personnelle. Ouais. T'avais décidé avant. Tu t'es dit, enfin, tu savais que t'allais te lancer avant le Club Med ou le Club Med, tu t'es dit en coachant, parce que tu vois, tu Ouais, dis, ouais, ouais. est-ce que c'est là que tu as découvert que le coaching, parce que on en reparlera, tu vois, mais t'es level 4, etc. On sent on va voir sur la passion de la méthode, mais un vrai amour du coaching, tu Ouais. vois, de l'enseignement, etc. Ouais. Est-ce que ça, tu le savais déjà ou tu l'as découvert en découvrant CrossFit, la méthodo Ouais. et le Club Med? J'adorerais pouvoir te répondre, mais là, c'est vrai que Ça a pu. ouais, ce qui est sûr et certain, c'est que ça a joué. Mais alors, est-ce que en allant au Club Med, j'ai pas l'impression qu'en allant au Club Med, j'étais déjà là, je vais ouvrir ma structure, je vais faire tout ce que, tu vois, j'avais pas ma feuille de route de me dire en 2026, je serai à cet endroit-là. Je pense que ça a eu un impact peut-être plus gros que ce que je m'en souviens. Et ouais, tu sais, c'est vraiment une période de ma vie où tu as un peu tout qui se Oui, mixe. oui, oui. Tu vois, ma première expérience en tant que géo, je suis encore en première année de chimie. Je viens de découvrir le CrossFit. Je pense que ça a vraiment été une pierre. Je pense pas sortir du Club Med en me disant bon bah c'est bon, je vais bosser dans le sport et je vais lancer ma structure. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un moment dans le process et dans la réflexion où ça a joué, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ok. Dans les autres choses que j'ai, level 4 du coup, comme Ouais, on disait. absolument, ouais. Combien est-ce qu'il y en a maintenant? En France, pas beaucoup. Alors Vous en êtes combien? France, je suis toujours le Toujours seul tout seul? de ce que j'en sais. En Ouais. effet. Qu'est-ce qui te fait kiffer comme ça pour te casser la tête level après level et genre Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte même tu vois par rapport aux autres casquettes on en parlera après mais est-ce que c'est vraiment du plaisir et puis tu sais que ça sert aussi évidemment à côté Ouais, alors il y a plusieurs choses, hein. En tout cas,
sur le level 4, je vais y revenir dans un instant, mais déjà sur les formations de façon générale, j'adore me former et je pense que ça vient un peu de la médecine, mais je pense que c'est un peu vrai dans tous les métiers, mais notamment les métiers qui travaillent avec l'humain, c'est des métiers qui sont sans fin. En fait, ça se renouvelle tout le temps. Tu as toujours des nouvelles choses déjà à aller chercher. Alors peut-être que c'est des trucs qui ont été découverts il y a 30 ou 50 ans, mais en plus de ça, il y a des nouvelles choses, tu vois. Moi, je prends toujours l'exemple de la lombalgie ou tu vois de la douleur de dos, où il y a 30 ans, les médecins ils disaient tu t'allonges sur un canapé et puis stop, tu vois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est non, il va falloir mettre du mouvement avec une douleur qui est très modérée. Donc, t'imagines, le changement de paradigme est fou. Et ça, en fait, ça peut arriver dans plein de choses dans notre métier. Donc c'est quelque chose que j'adore et j'adore continuer à aller chercher. On a un métier qui est tellement vaste. Là, je suis une formation de nutrition en ce moment. Derrière, j'ai déjà prévu de repartir sur une formation business. Tu vois, grâce aux différentes casquettes de honneur de boxe et coach, on a tellement de choses à aller chercher. Donc ouais, honnêtement, c'est vraiment pour me faire kiffer que j'ai cherché à grappiller et puis aussi offrir le meilleur, tu vois, à mes adhérents, aux gens qui passent le pas de la porte. Aujourd'hui, je pense que dans les salles de CrossFit, on fait, je l'espère pour la plupart, payer un tarif au-dessus d'une salle de fitness classique. Il faut aussi qu'on soit à la hauteur de ce qu'on demande comme investissement temporel, énergétique et financier. Pour le level 4, à proprement parler, comme je te dis, moi je suis tombé dans le CrossFit, l'époque Rich Froning, CrossFit.com, Greg Glassman, donc à l'époque de Reebok, où s'il mettait CrossFit sur un habit, il fallait que je l'achète. Tu vois, vraiment, un jour, quand je travaillais à CMG, mon responsable avait eu en dotation des chaussures où dessus il y avait écrit CrossFit, il en avait 1 million de paires, je lui avais dit, je peux te les échanger ou quoi, tu vois, donc vraiment. Fana, donc déjà il y a toujours eu cette volonté d'aller chercher beaucoup, tu vois, le petit jeu, j'espère que c'est pas de l'ego mal placé, mais rajouter une petite ligne, tu vois, sur le CrossFit, tu as le Trainer Directory, et en fait tu as tous les entraîneurs CrossFit dans le monde, notamment en France, et quand tu fais une formation CrossFit, ça rajoute une petite ligne. Bon bah moi à l'époque, j'étais là, je vais rajouter une petite ligne, donc je vais faire la formation en ligne, le truc, donc il y avait ce truc-là. Après, sur ce qui a motivé aussi la décision vraiment d'y aller au level 4, elle était là depuis longtemps, mais en fait, c'est le fait que Arnaud, mon head coach, il est son level 3. Et Ok. en fait, il a eu son level 3, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois en juin. Et en fait, en septembre, j'allais passer le level 4. Parce que l'idée, c'est aussi, tu vois, de montrer à son équipe, quoi. En fait, Ouais. on continue d'apprendre, on continue à se challenger. Venez dans notre métier. Moi, j'ai vraiment ce truc au sein de ma box on prend du feedback, on se donne du feedback les uns aux autres, on fait des sessions de formation avec l'équipe. Et donc, c'était de montrer que, bah, regardez, en fait, c'est pas parce que je suis level 3, que je suis honneur de la boxe, que la formation, elle C'est s'arrête. terminé, ouais. Ouais, bien au contraire. Et c'est pour ça aussi que j'explique souvent que le moment où je suis rentré dans la salle pour passer level 4, moi, j'avais réussi. Tu vois, Ouais. que la réponse soit positive ou négative, je pense que contrairement à d'autres gens, j'avais moins de pression parce que j'étais là. La raison pour laquelle j'y vais, elle est déjà cochée. Ouais, C'est-à-dire parce que que j'ai. tu t'es déjà enrichi de tout un tas de connaissances, même si ça passe ou pas, quoi. Non? Alors, oui et non, parce qu'à l'époque, le level 4, c'était vraiment une validation des acquis. Ok. Donc, il n'y avait pas grand-chose à réviser au préalable. Ok. Moi, j'avais fait un travail de mon côté, donc oui, j'avais pris deux, trois petits pépites, tu vois. Ouais. Mais bon, mais c'était plus que, en passant le pas de la porte, j'étais là, bon, bah voilà, j'ai envoyé le bon message À à l'équipe. l'équipe, Ouais, ok. à Arnaud notamment, qui vient d'avoir son level 3. Et on est bon, et si ça passe, c'est trop cool. Mais je me suis mis en difficulté, comme Arnaud s'est mis en difficulté sur le level 3. Il a fait l'effort de le passer en anglais, alors que franchement, c'est pas sa langue préférée, tu vois. C'est vraiment, non mais je le mentionne parce que tu vois, il en a voulu. Et du coup, bah voilà, je me suis mis en difficulté. C'était un examen qui n'était pas agréable à l'époque. Hein. Tu allais en Angleterre, tu coachais 2 créneaux dans une box lambda, donc des athlètes. Est-ce que tu peux juste me. Moi, je connais pas trop. Ouais, Est-ce que bien tu peux sûr. juste me redétailler level 1, 2, Bien 3, sûr. 4, comment ça se passe Bien aujourd'hui? sûr, le système un peu de Ouais, formation de ouais. CrossFit. Alors, les levels, ils fonctionnent un petit peu par deux. C'est-à-dire que tu as vraiment le 1 et le 2 qui sont des séminaires à proprement parler, et le level 3 et 4 qui sont un peu plus des examens. Ok. À l'époque, c'était vraiment 3-4 des examens uniquement, et 1 et 2 des séminaires. Ce que je veux dire par là, c'est que le level 1 et le level 2, tu peux quasiment ne rien avoir lu, appris au préalable. Tu peux y aller, tu vas en ressortir avec des choses. Et ça dure combien de temps pour Un chacun week-end d'eux? à chaque fois, Un week-end du chacun. samedi au dimanche soir. Ouais. Là, ce week-end, on avait un level 1 à Paris, j'ai eu la chance de le traduire. Ouais. On avait des gens, Pierre, si je dis pas de bêtises, il avait quasiment jamais fait de CrossFit.
entraîneur de football, tu vois, qu'il entraînait des mecs d'assez haut niveau. Et il voulait rajouter une corde à son arc, élargir son spectre de connaissances, tu vois. Donc Incroyable. même pas destiné particulièrement à ouvrir une structure Pas du tout. liée. Ok. Pas du tout. Ok. Et j'irais même plus loin, le level 1, à la base, alors nous, en France, ça nous paraît bizarre parce qu'on n'a pas cette culture-là. Mais le level 1, il n'est pas destiné à des honneurs ou à des coachs uniquement. Ouais. Il Parce est, que tu fais un peu. Enfin, moi, dans ma tête, je fais cette association-là parce que c'est nécessaire bien sûr, pour en ouvrir une. Donc, tu vois, dans ma tête. Mais ça veut dire que t'as pas. Est-ce que tu as une majorité de gens qui viennent au level 1 qui vont ouvrir quand même? qui Oui. vont ouvrir ou Qui ont un projet. qui vont ouvrir ou qui vont coacher. Ok. Mais oui, tu as Oui, une quand même. grande majorité, Quand même. une majorité écrasante. Ouais. Mais le level 1, c'est vraiment un cours qui est destiné à n'importe quel passionné de CrossFit. Et moi, je donne souvent l'exemple de mon frère. Mon frère, il est pilote de ligne. Ok. Donc autant te dire que le coaching du CrossFit, c'est quelque chose C'est d'assez un peu lointain loin, pour ouais. lui. Et en fait, mon frère, il a passé son level 1 parce que il adore le CrossFit, parce qu'il est passionné et il a surkiffé. Vraiment, tu vois, il a trouvé ça génial. Moi, si je pouvais faire passer le level 1 à ma mère, je ferais passer le level 1 à ma mère. Donc, le level 1, c'est vraiment un cours qui est destiné à mieux te faire comprendre ce que c'est que la méthodologie. Il y a 2-3 petites choses de coaching, mais c'est vraiment, on va te faire comprendre ce que c'est que la méthodologie. Et honnêtement, le level 1, aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses. Et la méthodologie, enfin, c'est pas la méthodologie qui se dilue, mais c'est les gens ont l'impression de savoir ce que c'est que la méthodologie. Et en fait, Oui. pas vraiment, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je comprends que ça ait un coût, etc. C'est pas non C'est négligeable. combien? J'ai pas en tête. C'est 1 400 € Ok. TTC. Donc c'est pas un coût négligeable, tu vois, pour une formation. Alors après, certains qui font plein de formations te disent ah, en vrai ça va, et puis les gens qui ont un peu moins l'impression, tu vois, ça dépend de plein de facteurs. Si tu as passé ton BPGEPS financé par l'État Oui. en contrat pro, ça te paraît énorme. Si tu as financé une formation marketing à 3 000 € le webinaire, tu vois, ça te paraît pas beaucoup. Donc c'est toujours, mais bon, et c'est un coût qui est non négligeable, ça c'est sûr et certain pour les coachs. Mais vraiment, enfin, moi j'invite tous les gens qui coachent dans des structures, qui veulent en savoir plus sur la méthodologie. On a la chance, franchement, en France, d'avoir une équipe de formateurs. Vous avez eu Élie récemment, mais Raphaël, Marie, Anne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une équipe incroyable. Donc, bon, pour recentrer, le level 2, lui, est beaucoup plus axé sur le coaching. Donc c'est vraiment beaucoup de feedback. C'est ok, bah Thomas, tu vas enseigner le air squat à Pierre, tu as 3 minutes pour le faire. Ok, bon bah écoute, ça c'était pas mal, mais essaye de faire ça la prochaine fois. Et c'est tout un week-end qui est construit comme ça. Ok. Donc pour tous les coachs qui. Enfin bon, moi c'est là où une des meilleures formations que j'ai faites. Vraiment, même hors CrossFit. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, même les honneurs de boxe qui disent oui, mais moi je coache pas, ça me sert à rien. Ouais, mais en fait, si tu veux développer ton équipe, le feedback qu'on va te donner et la façon dont on va te le donner, tu devrais t'en servir pour toi après aller le délivrer à ton équipe. Et moi, je sais que les drills de développement que je fais avec mon équipe, 75, si ce n'est 80%, c'est des drills qui sont tirés du level 2. Ouais. Tu vois, où on dit, bah là, le drill 1 du level 2, c'est ça, vas-y, go. Et puis bim bam boum, alors c'est à mon humble échelle, hein, j'ai pas du tout la prétention de le faire aussi bien que Ellie, Anne, Raph, Marie, mais voilà. Donc ça c'est un peu la base, c'est des webinaires, tu y vas un week-end et tu sors vraiment avec des outils. Tu as des guides aussi qui sont disponibles gratuitement à côté, hein, le guide du level 1, le guide du level 2, traduit en français. Il faut vraiment pas hésiter à lire pour mieux comprendre la méthodologie et pour le guide du level 2, le coaching. Et ensuite, on passe level 3-4. C'est un peu un niveau différent. On dit souvent que le level 3, c'est 1% des entraîneurs mondiaux. Ok. Donc, tu vois, on change un peu de catégorie. Le level 3, c'est qu'un examen. C'est-à-dire que tout le matériel de lecture, d'apprentissage, ce qu'on appelle le study materials, il est dispo gratuitement sur Internet. Et ça va être à toi de l'étudier de ton côté. Quand tu te sens prêt, quand tu te dis là la méthodologie, je la connais bien, alors tu as un certain nombre de prérequis avec un certain nombre d'heures de coaching, avec un certain diplôme de réanimation, mais bon voilà, pour un coach de CrossFit qui coach depuis 2-3 ans, vraiment rien de fou. Et tu vas dans un centre d'examen, tu seras le seul à passer ton level 3, puisque c'est des centres d'examen qui sont accrédités, et tu as 160 questions, 4 heures, et ça porte sur
comment est fait une barre d'haltérophilie jusqu'à quelle filière métabolique est utilisée sur tel entraînement. Ouais, donc c'est vénère quand même. Genre... C'est assez vaste. Ouais. Il y a de la physio, il y a de la natte. Moi, quand je m'y suis attaqué, j'ai un peu retrouvé, c'est un peu un truc médecine un peu. Alors plutôt, non. ouais, alors oui, Ouais. je suis dans un certain sens, mais un peu BPGEPS, tu vois. Ok. Et en fait, il faut quand même pas oublier que c'est un diplôme quand même, le level 3, qui permet de coacher dans les universités aux États-Unis. Ok. Donc c'est un truc qui est vraiment bien reconnu. Et il ne faut pas oublier que nous, en France, on a le BPGEPS, on a le CQP maintenant, on a tout ça, mais il y a plein de pays, j'espère ne pas dire de bêtises et que ça n'a pas changé récemment, mais genre la Belgique, tu as ton level 1, tu coaches. Ok. Donc en fait, il faut quand même se rendre compte que... Ici, non. En France, non. En France, non. En Ouais, France, tu peux... À cause des filières qui sont financées, j'imagine. Alors ça, c'est un tout autre débat dans Ouais. lequel on peut rentrer si tu veux, mais non, en France, il faut un diplôme d'État et notamment une carte professionnelle pour pouvoir coacher contre rémunération. Tu peux dans certains cas coacher bénévolement avec des diplômes fédéraux ou quoi que ce soit, mais bon, 99,9% des coachs aujourd'hui, en tout cas pour coacher contre rémunération, il te faut un diplôme. BPGEPS ou CQP, ou licence TAPS, ou DEUST, enfin excuse-moi, il y en a plein, mais un diplôme qui va te délivrer une carte pro. Mais voilà, donc il y a plein de pays où en fait il n'y a pas ce modèle-là. Et donc le level 3, c'est vraiment, tu vois, ça va t'amener beaucoup de connaissances physio, anat. Bon, encore une fois, si tu veux aller les chercher, hein, si tu veux lire les articles en diagonale, et puis ça passe sur un coup de tête, et puis avec un peu de chance, bon bah cool, tu vois. Mais comme toutes les formations. Oui. Et enfin, le level 4, alors à l'époque, c'était qu'une évaluation, donc comme je te disais, tu allais dans... Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le parallèle, mais le level 3, tu connais à fond la méthodologie, là où le level 1 te l'enseigne. Le level 4, on évalue ton coaching, là où le level 2, on te l'améliore. Ouais, okay. Donc c'est pour ça que je fais un peu toujours ce parallèle. Et le level 4, à l'époque, c'était, bon, à l'époque, il n'y avait que des anglo-saxons qui jugeaient, qui évaluaient. Donc c'était soit aux États-Unis, soit pendant un petit moment en Angleterre. Et tu allais dans une box lambda. C'est-à-dire que je peux débarquer un jour dans ta box. Sur ton planning, il y a eu écrit créneau level 4 à 11h30 et un autre créneau level 4 à 16h30. Et j'arrive et je coach. Okay. Et c'est toi qui va être coaché, c'est pas des coachs de la salle, c'est pas voilà. Et tu recevais les deux entraînements qui étaient deux entraînements différents 48 heures avant. Tu préparais tout ce qu'on appelle le lesson plan, le plan de leçon. Donc comment tu vas dérouler la séance. Tu vois, le truc qui t'était envoyé, c'était genre Fran, 21-15-9, thruster à telle charge en RX, pull-up. Okay. Pas de time cap, pas de il faut que vous fassiez ça ou quoi. Et tu préparais et tu étais évalué par 2 évaluateurs et à la fin ça passait. Qui étaient des level 4. Qui étaient des level 4 et qui travaillaient dans le séminaire staff, donc qui travaillaient dans l'éducation pour CrossFit. Tu avais un taux de réussite qui était très bas et c'est vrai que surtout tu avais beaucoup de disparités. C'est-à-dire que tu avais des gens qui allaient, qui le passaient une première fois, ils recevaient leur évaluation. Il y avait des zones où ils avaient des super notes et d'autres où ils avaient des moins bonnes notes. Ils bossaient 3 mois, ils y retournaient et limite le spectre s'inversait. Ouais. Tu vois, donc bon, ils se sont dit, il y a peut-être un peu, tu vois, des facteurs externes, le stress, la salle qui intervient. Et donc aujourd'hui, le nouveau modèle du level 4, c'est à distance, dans ta box. Tu vas te filmer une première fois pendant un entraînement que tu vas envoyer. Tu as un mentor qui va te suivre, qui va regarder un petit peu ce que ça donne, te donner des axes de travail. Tu as aussi une partie à compléter en ligne de ton côté. Et tu as 3 rendez-vous avec ton mentor, avec 3 séquences vidéo à lui envoyer sur des thèmes spécifiques qu'il t'a demandé de travailler ou autre. Et à l'issue de ça, tu as une dernière vidéo, similaire à la première, où tu te filmes pendant un entraînement. Et ça passe au travers du filtre des évaluateurs à nouveau. Et là, tu as quand même un taux de réussite de ce qu'on voit pour l'instant, parce que c'est assez récent, mais de ce qu'on voit passer sur Internet qui est plus élevé. Et surtout, je trouve que tu as aussi ce côté où du coup tu retires aussi un petit peu de choses pendant le process. Tu vois ce que je veux dire ? Vu que tu as ces rendez-vous avec le mentor qui va te donner du feedback, alors bien évidemment, par rapport au niveau 2, on attend un step beaucoup plus haut, mais tu as quand même ce truc où, ok, là je repars, j'ai eu 3 rendez-vous, 3 feedbacks à chaque fois. Les feedbacks, j'ai eu peut-être 2, 3, 4 semaines pour essayer de les appliquer à chaque fois. Donc tu as aussi tu ressors avec du bagage et des choses du level 4. Ouais. Et donc du coup, juste pour revenir, parce que je pense que c'est important aussi. Donc tu sais, le level 1 c'est 1400. Ouais. Et après, c'est quoi pour les autres ? Level 2, même chose. Ouais. Le level 3, c'est un petit peu différent parce que c'est une inscription en 2 parties qui est d'environ 500 € auprès de CrossFit. Ouais. Et ensuite d'environ 150 € auprès du centre d'examen. Ok.
Sachant que si tu rates le level 3, tu peux le repasser avec 3 mois Oui, d'attente entre chaque. Et t'as que à repayer auprès du centre d'examen. oui, oui. Ok. Et le level 4, c'est une super bonne question. Moi, quand je l'ai passé, c'était de l'ordre de 1004-1005, pareil. Ouais, ok. Euh, Mais c'était en 2000. C'était il y a 3 ans, C'était il y a quasiment, 3 ans. c'était Ok. en septembre Donc, 2023. donc c'est pas le nouveau format, Je le coup sur pense le que nouveau format. c'est dans les eaux du level 1, du level 2, je Ok. pense. Mais honnêtement, là, je veux pas te dire de bêtises. Ok. Je regarderai dès que je sors. Ok, trop cool. Euh, Au niveau de l'ouverture de salle, pour Ouais, plonger un peu dans le technico-technique, toi, t'es arrivé vite dessus, ce que tu disais. Donc, ouais. en fait, tu te formes. Tu as combien de temps entre ton BPGEPS et l'ouverture de la salle? Franchement, 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire que quand tu t'inscris au BPGEPS, tu as déjà ce projet. Ah, bien Tu sûr. sais déjà. Pendant le BPGEP, je passe mon level 1. Entre la fin de mon BPGEP et l'ouverture, je passe mon level 2. Pendant le BPGEP, je travaille sur le business plan. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, ouais, De ouais, ce point de ouais, ouais, vue-là, tu avais ouais. Ah ouais, ouais, ouais. déjà commencé. Je me Ok. suis fait accompagner par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, en parallèle de mon BPGEPS. Donc le BPGEPS et le montage et la création de la société se font vraiment en parallèle. Ok. Tu as commencé, juste pour comprendre le processus, dans tout cas, alors après c'est variable, c'est pas Ouais, forcément une vérité pour tout le monde, mais toi, tu as commencé à travailler ton projet ouais. combien de temps avant le moment où tu ouvres tes portes? Je dirais 18 mois, grosso modo. Ok. Parce qu'en fait, comme je te dis, le BPGEPS, c'était grosso modo 1 an. J'ouvre à peu près 6 mois après la fin de mon BPGEPS. Et voilà, tu vois, je finis ma chimie. Je me dis, l'été, là, je profite parce que après, je vais pas avoir d'été tranquille avant un petit moment. Et du coup, oui, grosso modo, j'attaque le BPGEPS et en parallèle, je lance le projet. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que je te dis 18 mois, mais c'est 18 mois avec un BPGEPS à côté. Donc, quand même, des révisions. Mon BPGEPS c'était à l'autre bout de Paris. Donc moi je suis dans le 78, c'était dans le 20e. Donc autant dire que les trajets, les trucs, à l'époque, le BPGEPS, enfin tu as encore les deux mentions, mais moi l'école où j'allais, les deux mentions prenaient le même temps à faire. C'est-à-dire que Ok. soit je faisais que la mention muscu et c'était 12 mois, soit je faisais mention muscu et cours collectif et ça prenait 12 mois aussi. Et tu as fait les deux? Et du coup j'ai fait les deux, Ouais. trop bien, sauf que cours collectif, faut apprendre la musique et le rythme. Et alors, j'avais été géo Club Med, mais autant te dire que la musique et le rythme, c'était un truc, je l'avais pas, tu vois. Et je peux me rappeler, passer des heures dans le RER, tu sais, avec tous les gens qui ont fait Courco, ils sauront de quoi je parle, des musiques où il y a les cymbales pour marquer la fin du truc. Enfin bon, tu vois, donc, ce que je veux dire par là, c'est que 18 mois, il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah, ça paraît énorme, ça aurait pu être sûrement compressé en moins si jamais j'étais à full time en train de préparer le projet et que là-dessus, quoi. Ouais, si tu es déjà formé, en gros, tu Ouais, as en déjà plus, ton ouais, diplôme, tu es déjà formé, ouais, ouais. ton ouverture, ça peut être un peu plus court, mais tu dirais que c'est combien de temps Après, ça dépend quelle vitesse se trouve ton local et tout, mais Voilà, en fait, il y a tellement de facteurs dans un projet entrepreneurial de façon générale. On va parler de l'ouverture d'une box, hein, mais c'est un projet entrepreneurial de façon générale. Tu l'as connu, hein, tu vois. Il y a tellement de facteurs. Ça me paraît raisonnable quand même de s'y attaquer au moins allez, 6 mois ouais. avant, j'allais dire 4 mois, mais vraiment si t'es Speedy Gonzalez, mais 6 mois ça me paraît parce que t'as quand même les banques à aller convaincre, t'as tes 28 business plans à préparer parce qu'il n'y en aura pas qu'un, t'as en effet le local à trouver, t'as les travaux à faire. Alors en tout cas, je sais pas si c'est 6 mois entre le début et l'ouverture ou 6 mois entre le début de la réflexion et la vraie mise en place du projet, mais ouais, entre début du projet et ouverture, ouais, 6-7 mois, parce que si on compte les travaux, les choses comme ça, je pense que c'est le minimum, et en ayant vraiment beaucoup de temps à y accorder, quoi. Oui, c'est ça. Si tu fais que ça et c'est condensé. Après, c'est comme dans tout. Tu peux le faire en 4 mois, tu peux le faire à l'arrache, espérer que ça passe, et puis apprendre sur le tas. Je pense qu'il y a des gens qui Oui, le font. oui. Mais tu sais, t'as un peu ce truc de genre, si tu prépares pas correctement, tu te prépares à que ça marche pas correctement. Tu as une traduction très approximative d'une expression anglaise. Mais tu vois, enfin, je veux dire, plus tu prépares, plus tu limites les Les problématiques. risques derrière aussi que ça Exactement. parte en cacahuète. Tu vois, le business plan, pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple. J'avais l'échange avec une fille qui va ouvrir sa salle. Là, on échangeait à la fin du level 1. Elle me disait, ouais, mais moi, le truc, c'est que je me dis, tu vois, si au bout de 6 mois, ben, en fait, ce que tu as mis sur le business plan, c'est pas bon.
comment tu fais? Je dis, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton business Ça plan... sera pas bon. Ouais, Ça sera exactement. pas bon. Si tu Considère regardes, que ce sera pas si bon. aujourd'hui, toi, tu regardes ton business plan que tu as mis sur le papier à l'époque et que tu regardes où en est Pépi aujourd'hui, bah, je sais pas le degré de différence, tu vois, mais il a quand même eu un certain degré, tu vois. Par contre, ce qu'il faut comprendre de tous ces trucs-là, c'est que, bon, déjà, il faut convaincre la banque, faut montrer, et puis, en fait, ça t'amène à toute la réflexion qui va avec. Et la dernière chose, c'est que, ok, si au bout de 6 mois, tu es à 30 adhérents en dessous de ce que tu avais prévu, et ben en fait, ok, quelles actions je mets en place pour recoller sur le business plan. Parce qu'en fait, au bout de 6 mois où tu as lancé ton truc et que tu as ton business plan, ton bout de papier là, tu as 3 trucs possibles. Hein. Soit tu es au-dessus, magnifique, ça roule. Soit tu es dessus, ok, on est bon. Soit tu es en dessous. Et c'est un peu dans ce cas-là de figure où il faut se dire, ok, pourquoi je suis en dessous et quelles actions je dois mettre en place pour venir corriger un petit peu le tir et peut-être pas revenir pile sur le business plan, mais en tout cas m'en rapprocher à fond, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, chez beaucoup d'entrepreneurs et peut-être dans le CrossFit particulièrement, c'est des étapes où souvent j'échange, tu vois, avec les futurs owners et ils disent ah ouais bon le business plan, le truc, le machin, mais au-delà de juste, tu vois, ce que tu vas mettre sur le papier, c'est toute la réflexion que tu as, c'est un peu ah ouais, j'avais pas réfléchi à cette problématique-là. On va en parler, je crois, mais cette gestion d'imprévus, le plus tu prépares de choses, le plus d'imprévus tu auras prévu. Et au moins ceux qui arrivent, bon bah tu auras le temps de les gérer. Sauf que si tu as les imprévus que tu aurais pu prévoir et qu'en plus tu as les autres qui arriveront dans tous les cas, tu le sais, bon bah là ça devient galère quoi. Ouais, ouais. Donc, juste pour découper Ouais. au niveau des étapes, tu fais ton BP en premier. Oui et non. Je pense que la base de la base, c'est quand même un peu l'analyse de marché. Et ce que je veux dire par là, c'est au moins, bon, quand même à peu près être sûr que tu as la population pour remplir 150, 200 abonnements, tu vois. Mais bon, ça, si on est réaliste, dans n'importe quelle petite ville, ça peut se faire si tu fais du bon travail et que tu prends en charge tout le monde. Et Eli, là-dessus, il disait bassin de 25 000. Toi, tu es d'accord, tu dirais plus petit par box. Bassin de 25 000 par box. Moi, je pense qu'on peut faire plus petit. Ouais. Mais après, c'est parce que je t'avoue que j'ai la conviction et j'ai l'utopie de dire que, en fait, dans n'importe quelle ville allez, disons, 10 000 personnes, si tu arrives à toucher juste 100 ou 200 personnes, ce qui fait un pourcentage petit, Ouais, bah, en fait, ouais. bon. Mais alors, bien évidemment, Faut que tu ce vois, soit proportionné. c'est quand même beaucoup de gens à toucher sur 10 000. Mais en soi, si on arrivait à faire passer le message que le CrossFit c'est pour absolument tout le monde, que c'est un no-brainer, et puis il faut aussi quand même se dire que plus la ville est petite, plus le message il se transmet vite. Tu vois. C'est ce que disait Eli aussi, c'est que si t'arrives et que t'es la seule structure sportive un peu sur le bassin de 10 000, bah, Exactement. c'est pas la même affaire, quoi. C'est une nouveauté importante. Seule structure sportive, et puis si tu fais du boulot bon, voire bien meilleur que les autres, ça va très vite. Alors attention, parce que ça va dans les deux sens. Ouais. Et tu vois, ça recoupe l'expérience Club Med. Moi, j'avais appris ça. Enfin, c'est mon frère qui me l'avait transmis, qui lui aussi a travaillé au Club Med en tant que géoski nautique. Et son manager, à l'époque, lui avait dit « Rends-toi bien compte qu'il faut jamais laisser quelqu'un quitter le ponton de ski nautique. » C'est une zone un peu à l'écart dans le village, tu vois, mécontent. Ouais, saoulé, quoi. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Donc les gens mangent ensemble au Club Med et souvent avec des inconnus. C'est un peu fait exprès, tu n'as que des tables de 8. Comme ça, même les gens qui sont que 2, et bah, ça les oblige entre guillemets à rencontrer des gens. Et en fait, tu laisses partir un mec mécontent du ponton de ski nautique. Le midi, il mange avec 3 personnes qu'il ne connaît pas. Et il leur dit « Ouais, ski nautique, l'équipe est vraiment pas bien. Ouais. » Et les 3 personnes avec qui il a mangé, potentiellement le soir, elles mangent chacune avec une autre tablée de 3 et elles disent « Ah ouais ». Et en fait, tu vois, ça se propage. Donc en fait, c'est un peu la même chose là dans notre exemple où dans une petite ville, si le message il est bon dès le début, bah en fait, ça se propage. Et puis, pourquoi dans une petite ville plus que dans une grande ville ? Parce que dans une petite ville, tu as quand même des relations souvent qui sont un petit peu plus fortes, un petit peu plus familiales. Donc, Le côté communautaire est plus développé. Est-ce que tu te souviens, Joy, il y avait une salle, un agriculteur ? Tu te souviens, on avait... Kersifit, peut-être ? Ouais, c'est deux copines qui gèrent ça.
Non, ça c'était... Oui, effectivement, il y a cet exemple aussi de nanas qui ont ouvert... je me souviens quand elles ont ouvert, elles ont ouvert dans un bled, elles ont dit, nous, c'est Ok, Paris Total, c'est un bled paumé, on ok. essaie de faire attention au coût parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Et en fait, ça marche super bien pour elle, quoi. Et les gens font 30 minutes de route pour venir à la salle et tout ça. Et c'est C'est génial. dans un bled paumé en Bretagne. Ouais, c'est- Et ça a marché. Et elles étaient pas sûres de leur coup, tu vois. Elles Ouais, étaient ouais. là, par rapport à l'endroit où on ouvre et tout. Je pense que je sais pas, je me souviens plus exactement où c'est, mais je pense que le bassin y est pas. Ouais, Tu ouais. vois. Ah non, mais À enfin, mon moi, avis, mais t'as plein d'exemples de box de CrossFit qui sont dans des villes et tu te dis, mais enfin, c'est quoi le nom de cette ville, tu vois? ouais. Et parce qu'en fait, à côté, t'as une autre petite ville, à côté, t'as une autre petite ville. Comme tu le mentionnes, des fois, les gens, ils sont prêts à faire 20-30 minutes de Mm. voiture. Et puis, parce que tu proposes un service qui est très bon. T'as des gens, ils viennent de l'autre bout du monde pour se faire un resto 3 étoiles sur les Champs-Élysées. Donc en fait, si ta box c'est un resto 3 étoiles, peut-être que les gens ils feront pas le tour du monde, mais par contre peut-être qu'ils sont prêts à faire Un peu de 30, route, etc. 30, 45 minutes de voiture, parce que ce que tu leur apportes, faut pas l'oublier, mais une box de CrossFit, ça peut, et les box de CrossFit aujourd'hui en France et dans le monde, changent la vie. Oui. Oui, Donc en oui. fait, quand les gens ils arrivent, ils sont en surpoids, ils sont pas bien dans leur tête, ils sont malades, et que 3 mois plus tard, ils sont plus en surpoids, ils vont mieux dans leur tête, ils sont plus malades, ou en tout cas ils le sont moins. Bon, bah, en fait, tu vois, quand il va dire à son pote, franchement, tu devrais venir parce que toi aussi, ça Oui. pourrait t'aider. Oui. Ah bah ouais, mais moi j'ai 10 minutes de plus de route. Ouais, mais je te jure que ça Essaye, va quoi. valoir le Ouais, coup, tu vois. ouais. Et moi j'ai juste cet exemple-là au sein de Versailles où on a une nana qui s'appelait Guylaine et elle est arrivée chez nous. Vraiment le profil, tu crois pas qu'elle va passer le pas de la boxe, hein, tu vois, 62 ans, elle sort d'une opération de la hanche ou quoi, elle me dit bon bah voilà, je vais devoir me faire opérer de la deuxième hanche, mais mon petit-fils, non pas son petit-fils, mais quelqu'un de son entourage lui avait dit bah, va faire du crossfit, comme ça tu t'y prépares au mieux à l'opération. Et elle devait se faire opérer 6 mois plus tard. Elle s'est fait opérer 2 ans plus tard. Ouais, ouais, Parce bien que sûr. tous les 6 mois, elle allait voir son chirurgien. Son chirurgien disait ben, en fait, vous êtes tellement musclé que pour l'instant, on peut retarder l'opération. Ouais. Et ça, je te donne cet exemple-là dans ma box à ma petite échelle, mais des exemples comme ça en France, je veux dire, il y a 750 box, il y en a eu 850 à un moment, t'en as plein. David Guedin, dont on a reposté là, publié il n'y a pas longtemps, qui travaille avec des enfants avec de la paralysie cérébrale. Enfin, en tout cas, le sport, puisque c'est vrai que je parle beaucoup de CrossFit, mais le sport, aujourd'hui, peut avoir cet impact fou et il faut qu'il l'ait encore plus. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Donc juste si on revient Ouais, dans l'ordre. Donc tu fais ton étude de marché pour ouais. savoir un petit peu si t'as ton bassin. T'as le bassin, mais t'as aussi, je pense, un facteur essentiel. Dans le cas d'une box de CrossFit, c'est très important, d'une salle de fitness de façon assez générale, savoir quelle superficie tu vas pouvoir avoir pour combien. Parce qu'en fait, tu vas pas forcément Donc là tu parles d'étude de marché plus sur les coûts ou associé à sur ton le bassin. global. Ok, L'étude de ouais. marché sur les personnes qui peuvent venir, le CSP, tout ça, etc. Mais aussi sur quelle offre tu as au niveau de tes locaux. Ouais. Parce que je te dis pas de rechercher le local que toi tu veux, mais en fait construire un business plan sans se dire le loyer va me coûter tant pour Mm. accueillir tant de personnes, ça ne Oui. fait pas vraiment sens. Enfin, tu vois, c'est lancer une fléchette et espérer qu'elle tombe bien parce que tu vois pas la cible. C'est quand même hyper important de savoir, bah, en fait, là, si je dépense 3 000 € de loyer, je vais pouvoir accueillir 12 personnes par créneau. Ok. Par contre, si j'en dépense 4 000, je peux peut-être en accueillir 15. Est-ce que cette différence, tu vois, elle me permet de combler cette différence de loyer? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tout ça, tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, cette analyse de marché, ouais, au global, CSP, mais aussi immobilier disponible, elle est vraiment importante pour construire un business plan qui fait sens, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'après du coup c'est ta charge incompressible donc Les deux plus grosses charges dans une ouais. salle, normalement, c'est le loyer et l'humain. Oui. Tu vois, enfin, je pense pour beaucoup de sociétés, dans Oui, une dans les salle, pour sociétés en beaucoup général, je pense, ouais. d'entreprises, tu as le loyer, l'humain. Une fois que tu as payé ça, le reste, bon, on va pas dire que c'est plaisir, mais voilà, tu vois. Ouais. Donc, oui, faut vraiment savoir quand même dans quoi tu t'en. Et puis, même, tu vois, parce que dans ton business plan, tu vas mettre le prix de tes abonnements. Le Oui. prix de tes abonnements, tu vas pas le mettre de la même façon. Si ton loyer, il te coûte tant du mètre carré par an ou tant du mètre carré par an, tu vois, il y a plein de choses qui découlent de ça.
Nous, c'est un petit fichier qu'on envoie au futur owner. C'est un petit tableau Excel dont on avait parlé, tu vois. Ah oui, je te l'avais envoyé. Ouais. Bon, bah, tu vois, il y a le coût du loyer et il y a le nombre de personnes qu'on peut prendre par créneau. Parce que tout ça, ça devrait influencer directement le prix de nos abonnements. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est des choses très importantes par lesquelles il faut commencer avant de mettre tout ça sur le papier avec le fameux business plan. Oui, c'est ça. En fait, le business plan, c'est un peu la présentation pour la banque, comme tu disais, mais la réflexion, elle se fait. Enfin, tu l'as fait en amont pour construire ton BP et puis ça s'est géré comme ça, quoi. C'est la présentation, mais c'est aussi commencer à voir un petit peu ce que ça donne avec les chiffres. Parce qu'en fait, imaginons que tu vois, au début, peut-être que tu l'as pas, le fameux fichier Excel, et que tu t'es pas fait accompagner. Donc très souvent, ce que tu fais, c'est que tu regardes à côté, la salle, elle propose tant par mois. Ok, bon, très bien. Bon, bah alors moi, c'est ça mon loyer, c'est ça mon truc. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, le business plan, il passe pas. En fait, il n'est pas rentable. Ah ouais, ok, mon abonnement, en fait, il n'est pas assez cher. Donc, en fait, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut qu'ils ressortent du business plan. Certes, c'est une présentation, mais c'est aussi pour te mettre face au fait que, là, en fait, il va falloir peut-être que j'ai plus de gens par mois que ce que je prévoyais. S'il faut que j'ai plus de prospects, il faut peut-être que je mette en place une stratégie communication ou plus de portes ouvertes ou plus de journées amène ton pote, tu vois. Donc, en fait, c'est tout. Ces questions qui doivent naître du business plan, je pense qu'ils sont importantes, à mon sens. Ouais, parce que c'est un peu, enfin, j'ai l'impression, nous, avec ce qu'on voit un peu de notre côté, c'est que c'est un peu le piège qu'il y a sur s'inspirer des tarifs qui sont autour. Je pense que c'est vrai dans tout ce que tu fais. Quand tu ouvres une boîte, tu as toujours ce côté où tu flippes un peu de te dire mais s'il paye aujourd'hui ça, pourquoi est-ce qu'il paierait autre chose? Alors, c'est encore plus complexe, je pense, pour certaines salles, même s'ils arrivent maintenant à se faire une distinction de qu'est-ce que tu vends. Un Globo, c'est pas la même chose qu'une salle de CrossFit, qui est pas la même chose qu'un studio de pilates, etc. Donc, c'est quand même des produits qui sont différents. Mais tu as ce truc de si tu as déjà des salles qui font la même chose que toi dans ton coin, tu risques, si tu es trop sur l'inspiration du marché, ton risque, c'est que tu te positionnes pareil, mais ça se trouve, les 3 salles sont déficitaires. Absolument. Ou pas déficitaire, mais avec des honneurs qui portent à bout de bras ça, je suis 70 heures semaine, quoi. Ouais, 1000 fois d'accord avec toi. Alors, ça rentre dans l'étude de marché, quand même se dire, ok, qu'est-ce qui se fait payer à côté ou quoi que ce soit, mais déjà, en effet, comme tu dis, tu n'as pas tous les éléments. Tu sais pas combien il paye de loyer, tu sais bien, ça se trouve, il est propriétaire, il a hérité du bâtiment de ses parents, et du coup, il a une tête SCI avec un loyer dérisoire, parce que, en fait, toutes ces choses-là, tu le sais pas. Donc, tu vois, tu compares des choses, tu essaies de comparer ce qui est incomparable. Donc, ça, c'est sûr et certain. Et puis, ce qui ressort aussi de tout ça, c'est que si tu poses des choses sur le business plan et que tu vois que ça marche pas, ok, est-ce que. Alors, déjà, ça veut dire que le projet, il faut pas se lancer comme ça, dans l'état actuel des choses. Je dis pas qu'il faut pas se lancer tout court. Je dis que dans l'état actuel des choses, si tu te lances, on est en train de te mettre sur le papier que de toute façon tu vas rater, tu vas perdre de l'argent, du temps, de l'énergie, peut-être ta santé, tu vois, et pendant 1 an et demi tu vas te dégirer pour un truc qui de base va pas marcher. Mais encore une fois, c'est une réflexion. Ok, pourquoi ça marche pas? Est-ce que si j'augmente mes tarifs, est-ce que mes tarifs plus chers, ils peuvent se justifier? Ok, peut-être pas. Est-ce que je peux faire de la vente additionnelle? Ok, est-ce que tu vois, il y a plein de choses qui doivent ressortir, mais encore une fois, le business plan, c'est bien pour présenter à la banque. La réflexion qui vient du business plan est d'autant plus importante. Et moi, c'est la comparaison que j'avais utilisée. C'est si demain, je te disais, tiens, tu vas acheter ta canette de Fitted de 2,50 €, bien sûr que tu vas pas la revendre 2 €. Si tu fais un business plan comme ça, tu vois qu'au bout de 3 commandes, t'es mort, tu vois ce que je veux dire, t'as cramé toute ta trésor, c'est fini. En fait, là, c'est la même chose. Si jamais tu vois que en achetant ton heure de coaching avec un coach, avec ton loyer, avec tes charges, avec tout ça, à tel prix, et que tu vends ton abonnement à ce prix-là, ça passe pas, ça veut dire que là, tu es en train d'acheter une canette de Fitted 2,50 € et de la vendre 2 €. Ça ne marche pas. Donc, il y a un truc sur lequel il va falloir que tu joues. Et tu avais dit, quand on avait échangé, tu avais dit un truc intéressant aussi, que je trouve, c'est d'intégrer quand c'est le fondateur aussi. Bien sûr. Tu vois, d'intégrer quand tu coaches, genre t'es l'honneur, tu coaches, d'intégrer ça, parce qu'en fait, sinon, je pense, j'ai l'impression que c'est un des pièges. Alors, c'est un petit peu différent, des profils maintenant qui ouvrent, etc., mais c'est un peu un des pièges, c'est que tu te dis, je couvre
je couvre, et du coup le bateau coule pas. Ça, je perds pas d'argent, mais la charge elle est portée par le travail, quoi. En fait, si jamais tu ouvres et que tu as 35 heures de créneau par semaine et que tu dis bah, dans mon business plan, je mets pas de coût humain parce que bah, c'est moi qui vais coacher. En fait, ton business plan, il est voué à te faire travailler sans rémunération. Ad vitam. Ad vitam aeternam, Ouais. c'est sur le papier. Tu l'as mis dès le début que tu allais rémunérer personne pour ces heures et tu vas te faire 35 heures de coaching par semaine, en plus des réseaux sociaux, en plus de la com, en plus du ménage, en plus de. Tu vois. Donc en fait, c'est pas possible. Et donc en effet, nous, quand on échange avec des futurs honneurs, je leur dis là, dans la case du XL où il y a écrit coût de rémunération du coach, même si c'est vous qui coachez, même si vous avez votre chômage, vous mettez un prix. Parce que la passion, c'est génial. Oui, c'est Mais vrai la qu'il y a le truc passion. du chômage aussi. Ouais. Voilà, Où il y a du coup aussi tu le fait couvres. que, exactement, Ouais. pendant 1 an et demi, mais ça, c'est le piège classique, t'ouvres ta box. Il te reste 1 an et demi de chômage parce que les 6 mois ou quoi, peut-être tu as même les 2 ans, tu vois. Et donc pendant 1 an et demi, au bout de 6, 9, 12 mois, ça commence à bien tourner. Tu fais tes 800 euros de bénéfices mensuels, tu es là, oh, trop bien, 800 euros de bénéfices. Et puis là, tu arrives au bout des 18 mois, et puis là, tu te rends compte que pour te verser les 1005, 1006, 2000 que tu touchais, ça va en coûter 1,8. Hein. Donc Ouais. 2000, disons, ça fait 3006. Et en fait, là, tes 800 euros de bénéfices que tu faisais par mois, ils se transforment en moins 2008. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que c'est essentiel d'intégrer la rémunération du dirigeant. Pourquoi? Parce que la passion, le truc, enfin tu vois, les gens sont là, ah ouais, ça parle argent, argent. Oui, mais en fait, moi, je ne parle pas juste argent pour parler argent. Je parle argent parce que ma mère de 68 ans s'entraîne chez moi. Et je suis trop content. Mais je veux qu'elle s'entraîne dans 10 ans encore. Et pour que ma salle elle reste ouverte dans 10 ans, enfin pendant les 10 prochaines années, faut que je me paye pour rester actif, pour aimer le travail, pour continuer à y aller, parce que sinon le jour où je vais avoir un enfant et que je pourrai pas lui payer à manger, que je pourrai pas lui payer ses habits parce que je me paye pas, et bah en fait, boum, T'arrêtes. la passion elle disparaît, Ouais. voilà. Il faut que je puisse payer mes coachs, il faut que je puisse payer mes charges. Donc en fait, il n'y a pas juste cette volonté, oui, il y a l'argent, en France c'est un gros mot, mais déjà c'est ça, mais c'est aussi la volonté de le faire sur le long terme. Tu vois, enfin, aider les gens, c'est la base, moi, de ma volonté. Hein. Je te l'ai dit, c'est ce qui drive mon projet depuis le début. Mais par contre, je veux pas les aider pendant 2 ans et qu'après, ils retournent dans leurs mauvaises habitudes. Une des bases du CrossFit, et ce qu'ils disent souvent au level 1, c'est la constance. On parle CrossFit, mais on parle activité sportive. Moi, je préfère un mec qui trouve une activité sportive qui n'est pas du CrossFit et qui va faire pendant 3 fois par semaine pendant 10 ans, plutôt qu'un mec qui vient faire du CrossFit pendant 2 mois, 3 fois par semaine et qui arrête. Oui. J'espère faire assez bien mon travail pour qu'il reste avec Pendant moi 10 sur ans. les 10 ans, tu vois. Mais la réalité, c'est que la constance dans le sport pour la santé, c'est ça le plus important. Et Ouais. pour que je puisse apporter de la constance aux gens à qui j'offre du CrossFit, il faut que ma box, elle soit à minima au point zéro et idéalement rentable pour pouvoir racheter un petit rameur, un petit truc de temps en temps. Et puis juste, voilà, le but d'une société, c'est quand même de générer un petit peu de l'argent. Mm. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est un peu, comme tu dis, je pense qu'il y a ce truc sur le CrossFit particulièrement, je pense. Ouais. Après, tu l'as certainement ailleurs, mais par exemple, si tu prends le fitness, ça fait quand même beaucoup plus longtemps que c'est là et il y a des aspects financiers avec des investissements qui peuvent être énormes. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'avoir tout ça qui est bien étudié en amont. Mais sur le CrossFit aussi, tu as ce côté d'aider. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que ta première volonté, c'est d'aider que ça va être d'amour et d'eau fraîche dans la boxe, quoi. En fait, en France, on oppose les deux. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu peux pas aider et faire de l'argent en même temps. Alors, si on reprend l'exemple du médecin, ça te choque peut-être pas qu'un cardiologue qui travaille 60 heures par semaine, qui résout des problèmes cardiaques au moins à 10 personnes dans la semaine et donc qui sauve 10 vies par semaine, il roule peut-être en Porsche le week-end. Ouais. Il y a peut-être des gens que ça va choquer. Moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Le temps que tu investis, c'est peut-être des moments que tu passes pas avec tes enfants. Et puis même si tu travailles que 35 heures par semaine, tu sauves des vies. Je considère que ton métier, il a une valeur bien au-delà du monétaire, tu vois. Et ben en fait, tu retransposes ça au honneur de boxe. Aujourd'hui, les honneurs, ils sauvent des vies. Donc en fait, ça devrait quand même pas être tabou d'arriver à gagner sa vie. Et peut-être pour certains, de gagner correctement leur vie en gérant une boxe. Encore une fois, si ton métier, tu le fais de façon à ce qu'il change des vies, à ce qu'il ait un impact qui ait une valeur peut-être au-delà du monétaire, et bah oui, ok, tu gagnes ta vie, voire même tu gagnes bien ta vie. Franchement, à titre personnel,
je trouve que tu le mérites. Ouais. Puis après, tu fais ce que tu veux. Et puis de après, l'argent. tu fais ce que tu veux. Donc tu peux le laisser l'investir si tu veux Exactement. pas gagner ta vie personnellement. Regarde, on en parlait avec Ellie ce week-end. Ellie, il disait, moi, un des trucs que j'adorerais, il a des logements sociaux à côté de chez lui. Il voit les enfants à 16h qui rentrent. Il sait qu'ils vont rester dans la rue parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire et tout. Il disait, ben, moi, j'adorerais que la boxe, elle soit assez profitable pour pouvoir créer des cours, tu vois, gratuits. Et à 16h, les enfants, ils viennent et on leur fait faire du sport et tout. Mais c'est Timothée qui avait utilisé avec qui je travaille pour CrossFit France, qui m'avait utilisé cette comparaison. Il disait, il faut que ton tonneau soit plein pour le faire déborder. Oui. Et donc en fait, si toi déjà, tu es là en train de courir à droite, à gauche, de comment je vais payer l'électricité. En fait, le jour où tu as un adhérent qui vient te voir, qui te dit, putain, c'est la galère, mec, là j'ai perdu mon boulot, je pense qu'avant 3 mois, j'aurai rien. Bah, tu peux pas lui dire, ok, bah, tu sais quoi, je te l'offre l'abonnement. Ouais. Ça reste entre toi et moi. Je te fais confiance pour que le jour où tu retrouves un travail, on reprend l'abonnement. Mais là, pendant au moins 2-3 mois, je te l'offre. Et moi, c'est des trucs que, bien évidemment, j'ai déjà fait, tu vois. Ouais. Mais parce que la boxe, on a une grille tarifaire, on a un mode de fonctionnement qui nous permet de le faire. Je peux faire déborder mon tonneau. Si jamais déjà, en fait, à la fin du mois, j'étais là, attends là, comment je vais payer le salaire de Arnaud, quel truc. En fait, le jour où la personne elle vient me voir, je dirais, je suis désolé, ok, bon courage pour la suite. Ouais. Donc en fait, tu as tous cette dualité, mais qui en fait n'en est pas une, où tu peux totalement faire les deux. Tu peux totalement, et les gens qui ont du mal à le comprendre, prenez l'exemple du médecin, tu peux avoir un métier de fou, aider les gens à avoir un impact de fou, et en même temps avoir une société qui est profitable, gagner ta vie, voire même gagner ta vie correctement. Ça, c'est sûr. Ouais. Si on plonge un peu dans les métriques, Ouais. Dans ton cas, donc la première, c'est 120 mètres carrés, c'est ça? La première salle, si tu veux être ultra précis, 122 mètres carrés, donc pas de praticable, hein, de salle globale. Sur Ok. le bail, il y avait Donc, 122 mètres carrés. Donc combien de praticables? Franchement, je vais pas te dire de bêtises, mais on était entre 90 et 95, je pense, le reste passant dans un tout petit accueil, un vestiaire PMR, un vestiaire femme et un vestiaire homme, quoi. Ok. C'est quoi un petit peu les chiffres de l'époque? Genre combien c'était en location? Ouais. On devait être. Attends, j'ai regardé l'autre jour aux alentours de 2000 euros par mois en location, et on est monté au maximum à 125-130 adhérents. C'est la grande blague parce qu'on était à un adhérent par mètre carré. On est même passé un tout petit peu au-dessus, mais c'était la grande blague. Avec une grille tarifaire au début, totalement. À côté de la plaque Totalement à côté de la plaque, bien évidemment, parce qu'on a fait l'erreur classique, et que j'essaye de prévenir maintenant quand j'appelle les futurs honneurs, de regarder ce qui se faisait à côté, de dire ça qui se fait à côté, et du coup nous on le fait. Sauf qu'en fait on avait un local dans Versailles, j'ai quasiment de dire en centre-ville, là où on se comparait à des gens qui étaient en zone industrielle. Enfin, encore une fois, on comparait de l'incomparable. Donc c'était quoi? Tu te souviens un peu des tarifs, par exemple, bien ton sûr. illimité? Ouais. Déjà, on n'avait que de l'illimité à l'époque. Ok. Et on a commencé en membre fondateur pour les 20 ou 30 premiers à 69 euros par mois. En illimité? Ouais. Et après, c'est quelle année? C'est 2019? C'est 2019, ouais. Et après, notre tarif classique était à 80. Ok. Je peux te dire que si c'était Combien à de fondateurs refaire, t'as signé, tu te souviens? les 20 ou les 30. Ouais, ok. Mais si c'était à refaire, ce serait vraiment, tu sais, quand on dit oui, c'est quoi les erreurs que tu referais pas, c'est vraiment la première. C'est vraiment la première que je ne referais pas, tu vois. C'est vraiment cette grille tarifaire qui. Et en fait, sincèrement, le projet, il aurait pu s'arrêter au bout de 2 ans. Vraiment. Même hors Covid, avec une grille tarifaire comme ça, on aurait pu s'arrêter au bout de 2 ans, puisque nos charges, Arnaud, il était en CDI 35 heures, on avait, tu vois, 2000 euros de loyer, les charges qui vont avec ou quoi, enfin. Ça passe limite. Hein. Franchement, je te dis, on a eu de la chance, désolé, ça va paraître un peu, mais de faire du bon taf dès le début, et que du coup, l'effet boule de neige, il se fasse assez vite. Mais ouais, et puis moi, j'avais le chômage, tu vois, donc l'exemple parfait. Mais ouais, non, ça a été, c'était vraiment, on les a vite augmentés, je te rassure, les tarifs. T'as changé tes tarifs au bout de combien de temps? Ouais, je sais pas, mais au bout de 6 mois. à 8 mois, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça aussi, je trouve, c'est un truc important, parce que tu peux te planter. Genre, si tu te plantes Bien sur sûr. tes tarifs, mais de réagir vite, de pas avoir peur, de se dire, en fait, non, ils sont trop bas, il faut que je les vende plus cher, quoi. Attends, Thomas, c'est pas tu peux te planter, tu vas te planter quand tu vas entreprendre. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, c'est exactement ça. Faire des erreurs, c'est inhérent à la vie.
Je pense que tu rencontres personne qui a plus de 18 ans et qui te dira ah non, moi j'ai jamais fait d'erreur. Par contre, ce qui est important, c'est comment tu réagis, combien de temps tu réagis. euh, et, Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est dur. Parce que tu as la crainte. Oui, T'as la mais c'est crainte, mais tu c'est vois. pour ça que souvent tu le fais pas. C'est Et que c'est tu pour flippes. ça que tu le fais pas, parce que tu as les pensées limitantes. Tu m'en Ouais, parlais tout à ouais, l'heure pour un autre projet, mais les pensées limitantes, elles sont folles. Nous, la plus grosse augmentation tarifaire qu'on ait fait, c'est quand on a déménagé la deuxième fois. Attends, attends, alors ça, Ouais, pardon. garde-le Vas-y, moi. vas-y, excuse-moi, Garde-le-moi, excuse-moi. juste, parce que celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Non, juste dans les choses qui sont intéressantes, c'est que toi, tu as du coaching salarié. Je n'ai que ça. Voilà. Et ça, c'est un peu les deux Ouais, écoles, tu vois. Après, tu en as qui font du mix aussi. ouais, Est-ce que toi, tu peux donner pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Est-ce ouais, que c'est bien un peu sûr, le hein. hasard? Quelles sont les choses importantes à prendre en compte si tu veux faire ça? Les Ouais. points forts, les points faibles, parce qu'on va pas dire qu'il y en a un qui est magique par rapport à l'autre. Ah bah, ça, c'est sûr et certain. Il faut juste quand même rappeler qu'il y a des contraintes légales et qu'il faut faire attention avec l'auto-entrepreneuriat. Voilà, juste disclaimer, tu sais, en bas du truc. Non, la première raison, elle était juste que Arnaud, avant d'être une personne avec qui je travaille, c'était un de mes meilleurs amis. J'ai été témoin de mariage de son frère, donc c'était juste une évidence quand on a ouvert que chacun verra midi à sa porte. Ça dépend de plein de facteurs. Donc je ne ferai pas de généralité aujourd'hui, mais tu as quand même un modèle un peu plus précaire qu'un autre. Le Oui, modèle de l'auto-entrepreneuriat est sur le papier un petit peu plus précaire que le salariat. Juste quand tu vas vouloir emprunter, quand tu vas vouloir plein de choses. Alors maintenant, il y a plein de gens, je pense, qui en auto-entrepreneuriat sont plus heureux et gagnent plus qu'en salariat. Mais voilà, sur le papier, donc ça paraissait un peu logique de lui offrir ça. Donc c'est venu assez naturellement au début. Euh, Après, les raisons, bah, moi je considère que le métier de coach, c'est un vrai métier. C'est un métier de professionnel. Alors, il y a plein de gens qui font ça à côté. Je connais d'excellents coachs qui font ça. Ils ont leur métier, des fois au 4-5e, et ils viennent coacher parce qu'ils aiment ça. Mais moi, les gens qui veulent faire du CrossFit un vrai métier, je veux qu'ils puissent. oui. Euh, donc, maintenant, les problématiques, les craintes, la confiance, tu vois, bon, déjà, attention, c'est pas parce que tu signes un CDI que ça y est, t'as passé les menottes et la personne, tu vois, voilà. Il y a plein de choses, hein, je veux dire, si vraiment elle fait des erreurs prévues dans le code du travail, si vraiment tu veux la faire partir, il y a les ruptures conventionnelles, bon, il y a plein de choses. Mais la question de la confiance est principale, et puis il y a la question des charges. Bon, ouais, maintenant il faut faire ton petit calcul, hein. C'est sûr et certain que c'est comment tu payes les gens ou autres. Mais sur le papier, quand tu es en salariat, tu as déjà 5 semaines qui te sont payées. Oui. Tu vois, où tu es sûr. Moi, je pense à l'exemple de Ludivine, qui travaille avec nous maintenant. Ludivine, il n'y a pas longtemps, elle est revenue, elle a fait au moins une semaine et demie ou 2 semaines des super vacances avec sa famille ou quoi. Et je suis revenu, bah, tu vois, je prends le temps de discuter avec elle. Elle m'a dit, bah ouais, mais c'était génial parce qu'en fait, je suis parti, j'avais pas peur de me dire. Enfin, tu vois, ces vacances, elle a pas dû les préparer 3 mois en avance parce qu'il fallait mettre de l'argent de côté chaque mois parce que les 2 semaines où elle part, bah, en fait, elle aura pas de rémunération. Donc, tu as plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Et puis, ouais, non, c'est vraiment une volonté, moi, d'humain. La boxe, je ne l'ai pas forcément créée pour moi, tu vois, aujourd'hui, en tout cas. J'ai vraiment cette volonté que ça devienne un endroit qui donne des opportunités à des gens qui en veulent, qui veulent bien travailler, qui veulent donner le meilleur et aider les gens. Et du coup, bah, le salariat, tu vois, Arnaud, Clara, ils ont pu acheter leur maison, avoir leur prêt. Là Tu vois. t'as combien de coachs en salariat Là, on est en ce moment? grosso modo 4 et 5 parce qu'on a un alternant, Ok, mais ok. du coup qui est en CDD aussi, hein. Oui, oui. Et après, 3 coachs en CDI plus moi. Ok, ok. Alors Oui, attention, pas tous à temps complet, hein, oui, pour oui, la c'est ce petite que j'allais dire. Pas, précision. pas tout le monde Voilà. en 35 Mais heures. voilà, en fait, je pense que aussi il y a cette crainte et peut-être des fois un petit peu cette non-connaissance, tu vois, de qu'est-ce qui est possible. Clara, elle a encore un travail à côté. Et Oui, donc, en gros, elle a un CDI temps partiel modulé. Bon, ok. alors, je t'avoue, tu vois, les choses Ça que tu chez as. toi? Ouais, chez moi. Ouais. Mais tu vois, les choses que tu apprends sur le tas en tant qu'entrepreneur, là, le CDI temps partiel modulé, je connaissais pas, tu vois. Et en gros, c'est un CDI donc à temps partiel, mais il y a des semaines où elle est pas là parce qu'elle a un travail à côté, grosso modo une semaine par mois. Et donc, en fait, c'est pas un nombre d'heures par semaine. C'est un nombre d'heures qui est annuel ou mensualisé en fonction de comment tu le décides. Et du coup, bah, ça peut fluctuer un petit peu.
Donc, c'est vrai que c'est pas moi qui vais te dire que le code du travail est facile et cool en France, mais je pense quand même que quand on a des vrais gens qu'on veut fidéliser, à qui on veut offrir des opportunités, il y a des fois des façons de trouver, et même si ça coûte 200 ou 300 euros de plus, est-ce que c'est pas un investissement à faire pour, tu vois, si ton but c'est vraiment d'être euh, gestionnaire de salle, donc peut-être potentiellement de ne plus coacher, ou en tout cas ne plus avoir à le faire, en fait c'est tes coachs qui vont être en face de tes adhérents. C'est eux qui vont délivrer ton service. Et donc si tu veux que le service soit bon, il faut aussi que les conditions dans lesquelles tu les mettes soient bonnes. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, attention. Et est-ce que parce qu'après, enfin, juste par rapport à ça, moi je suis assez d'accord, mais j'ai aussi des contre-exemples. C'est-à-dire que j'ai sûr. aussi des coachs qui sont auto en heure partielle, où Bien sûr. quand tu y vas, tu te dis mais c'est pas possible. Le mec et en fait si. Le mec est en auto et il est pas, mais en fait tu te dis c'est pas possible dans le bon sens quoi. Ah Tu te ouais, dis, bien sûr. Il vit pour la salle, tu vois, lui. Ouais. Encore une fois, comme ouais. je te l'ai dit, je suis vraiment pas une personne à faire des généralités. Donc attention, je n'oppose surtout pas les deux modèles. Alors là, bien au contraire. Est-ce que tu sais si financièrement purement, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre, ou c'est juste que dans le premier, il y a cet aspect, c'est un CDI, c'est pas aussi simple à arrêter. C'est plus la flexibilité entre les deux modèles, la différence, ou en coût, ça te coûte quand même plus cher d'être en CDI? Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais le CDI sur le papier va quand même. Après, en fait, il y a tellement de facteurs, désolé, mais combien tu rémunères ton mec en auto? Ouais, ok. Tu vas se dire, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu prends un truc très simple, demain ton auto, entre ce qu'il va toucher en brut et ce qu'il va récupérer en net, c'est grosso modo 25%. C'est ça les chargeurs savent sur de l'auto-entrepreneuriat. Toi, quelqu'un chez toi, en fonction du pourcentage du SMIC, ça va quand même difficilement te coûter moins en super brut, donc le coût entreprise, moins de 60, et je suis vraiment gentil, moins de 60-70%. Donc déjà, tu vois une différence pour le coût entreprise. Ouais, ok. Mais encore une fois, il y a plein de choses à prendre en compte. Si tu réfléchis sur 52 semaines, tu vois, avec les 5 semaines de congés payés, mais oui, non. Sur le fond du fond, un CDI, je pense quand même coûte plus cher à la fin. Ouais. Avec peut-être la différence, c'est que c'est plus facile, en dehors même de l'aspect légal, même moralement, c'est plus facile de manager. Un CDI, tu peux le manager réellement, tu peux lui transmettre la vision, les valeurs. T'es pas censé manager un auto-entrepreneur. Bah oui, c'est ça. Normalement, un auto-entrepreneur, c'est une personne à qui tu laisses un lieu pour venir. Maintenant, on sait très bien que la réalité du terrain, elle est différente. Mais sur le papier, c'est quand même ça la réalité. Ce qui est quasi impossible. Enfin, de le laisser... Moi, je pense quand même qu'en effet, ou alors tu fais un entretien et un process d'entretien du fou furieux et du coup, tu es sûr et certain d'être aligné. Mais même quand tu es aligné, on reprend l'exemple de Daniel, il passe au moins une fois par mois dans chaque box parce que tu as beau être sûr de tes équipes, tu as beau être sûr de tout, il y a forcément des choses qui dévient un petit peu. Tu vois, tu passes ton level 1, tu reviens au bout de 5 ans. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont dévié et que tu n'es plus collé à la méthodologie. Et c'est normal et on le sait, tu vois. Mais c'est quand même une réalité. Donc, je pense quand même que respecter, entre guillemets, les règles de l'auto-entrepreneuriat, c'est compliqué, moi. C'est compliqué de manager, en tout cas, tu vois. En tout cas, c'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est compliqué, je dirais pas que c'est impossible, je dirais que c'est plus compliqué si on respecte les règles stricto sensu édictées par le code du travail, etc. Ouais. Donc, juste pour revenir, donc tu disais tu avais un salarié d'entrée de jeu, 2000 euros de location. Grosso modo. À peu près. Ouais. Et tu as atteint ta rentabilité, tu te souviens en combien de temps? C'est une très bonne question. Je pense en vrai aux alentours des 6-8 mois. Quand tu as augmenté exactement. C'est l'augmentation qui t'a fait atteindre la rentabilité, ou c'est après tu t'es dit non, là je suis en rentabilité? C'est là le passage du point zéro qui se fait se dire attends là quand même tu vois, tu te rends compte que tu vois, on en parlait aussi au téléphone, tu as un peu ce cercle vicieux du plus j'ai de membres, plus il va falloir d'heures, plus il va falloir d'humains, de staff, plus ça va me coûter cher. Et donc en fait tu as
quasiment ce truc de te dire si mes tarifs sont vraiment trop bas, je suis dans un cercle Je vais vicieux mourir, où en quoi. fait je vais avoir du mal à m'en sortir. Moi, c'est un peu la réalisation que j'ai eue au bout de 6-8 mois où j'étais là, bon, ok, c'est cool, on a du monde, ça tourne bien, mais là, il y a certains créneaux, tu vois, ok, bon, non, en fait, là, ça va être difficile, tu vois, d'avoir un truc qui est sain sur le long terme. Oui, pour passer des étapes, il y a des moments un peu clés où Exactement. potentiellement les maths marchent plus, quoi. Et puis j'en étais même pas au point de faire des maths, hein. Là, Ouais. c'était juste, tu vois, je me prenais une image qui n'était pas bonne. J'en Ouais. étais pas au point de faire des calculs comme on a pu en parler derrière de ah oui, d'accord, si je vends tant, mon taux de rentabilité, mon Ouais. truc, mon machin. Mais Ouais. ouais, juste en tout cas, l'image qui arrivait sur le tableau était là. Ah oui, non, là, Ça va pas ça le faire. semble pas bon sur le long terme, non. Covid, Covid. un an après. Donc, Moins d'un an. moins d'un an On après. a fêté nos 1 an en visio. Ok. Les 1 an de la boxe. Et donc là, comment est-ce que tu t'as géré un petit peu tout ça? Comment ça s'est passé? Bon, ça, c'était le bordel pour tout le monde, évidemment, mais Ouais, là, dans ton BP, t'es tôt quand même. bah T'as nous, pas de trésor, t'as- nous, on était le pire. Oui. Mais comme plein d'autres salles en Ouais. France, hein, je pense à Pierre d'Anthropos ou autre. C'est-à-dire que j'ai créé la société fin 2018 pour une ouverture en 2019. Donc en fait, on avait été créé trop tôt pour dire vous êtes une jeune entreprise, on vous balance dans tous les cas les aides. Ouais. Et dans l'autre sens, on était tellement jeunes que genre, je sais pas, en mars ou en avril, donc t'imagines, en avril 2020, ça tombe. Alors, on va combler votre chiffre d'affaires d'avril 2019. T'es là, mec, en avril 2019, je faisais J'ouvrais, je faisais zéro, je quoi. faisais 1200 euros, mais je dis n'importe quoi, je faisais beaucoup moins, tu vois. Tu vois, enfin là, juste en loyer, je suis terminé et je te parle même pas. Donc, en fait, on a quasiment pas eu d'aide hein, pendant l'ensemble du Covid. Un petit peu plus, je crois, sur le deuxième, mais le premier, vraiment, ça a été un carnage. Euh, donc, on a envoyé un message aux gens. On leur a dit, bah écoutez, voilà la situation. Nous, on a toujours été ultra poussé sur la communauté. On avait une petite salle. Le matos, ça va, mais bon, je peux te dire que bon, donc il nous restait le coaching et la communauté. Donc, tu vois, on a eu la chance d'essayer de pousser le coaching à notre niveau et de créer une communauté que moi, en tout cas, j'adore. Et on a envoyé un mail à la communauté, on leur a dit, bah écoutez, voilà, si vous avez la possibilité de maintenir votre abonnement actif, sachez que c'est ce qui va potentiellement permettre que la salle elle rouvre quand tout sera terminé. Par contre, si vous êtes dans un cas de figure où vous avez besoin de mettre en pause, eh ben écoutez, mettez en pause, on comprend totalement. Et en fait, beaucoup de gens ont joué le jeu. Tu Donc saurais, c'est une majorité? ah oui, c'est Ouais. sûr et certain. Mais en fait, les gens qui n'ont pas joué le jeu, à C'est qu'ils part avaient pas trop le choix, quoi. 3 exceptions près, tu vois, moi j'ai un exemple en tête, mais parfait, où sur le premier confinement, tu as un mec, il était photographe à son compte, tu vois, et donc en fait, Covid arrive, il est dans le même cas que moi, hein, exactement la même chose, tu vois. Et par contre, deuxième confinement, je sais plus quelle était la situation, peut-être que là il s'était fait salarié ou quoi. Donc premier confinement, il a pas pu nous soutenir, deuxième, il a pu. Ouais. Tu vois, donc non, les gens qui ont mis en pause, c'est parce qu'ils devaient le faire, je te dis à 3 exceptions près, mais la grande majorité, on a quand même la chance, il faut être honnête, hein, d'être à Versailles, étaient en CDI, avaient leur chômage partiel ou autre, et du coup, ça a pu tourner. Ouais, donc ça c'est cool. Donc ça ça dure un moment quand même cette affaire entre les ouvertures, les fermetures, puis les salles de sport, c'est Ah, mais nous, on a les laisse derniers. tomber. Pendant le Covid, laisse tomber, hein. Ouais. Sur le deuxième Covid, on a repris, je sais pas, au moins, je vais pas dire de bêtises, 2 mois en extérieur. Oui. Donc au début, mais des trucs lunaires. On avait la chance, juste au-dessus de la boxe, d'avoir une, euh, une forêt avec un grand plateau. Donc on allait là-bas, j'ai tué les suspensions de ma voiture à la charger avec des kettlebells, des trucs, des machins, tu vois, à mettre des plots pour respecter la distanciation. T'as quand même l'ONF un jour qui a trouvé le moyen de venir nous dire qu'on n'avait pas le droit. Ok. Donc t'es en plein Covid, ta salle est fermée, t'es vivant juste parce que les gens en face de toi ils te soutiennent et que toi, du coup t'as envie aussi de leur rendre, et t'as quand même l'ONF qui vient le moyen de venir te dire vous avez pas le droit de faire des créneaux là. T'es là, attendez, excusez-moi madame, mais bon, tu vois. Ouais. Ah non, mais je vous dis ça pour vous, si un garde forestier il vient, il vous mettra une amende. Oui, bah écoutez, il me mettra une amende, tu vois, mais là en fait, je le fais pas pour le plaisir, tu vois, je préférais être dans mon local. Après ça, on a fait sous un pont, parce que c'était l'hiver qui commençait à pleuvoir. Et quand même, le highlight de tout, c'est l'année de l'Open, où on fait l'Open en extérieur, sous le pont. Le premier WOD, c'est DU Wall Walk. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est un truc avec, genre, ça termine avec des séries de 210 DU, et dans le WOD, t'en as pas loin de 500, et on les fait passer 2 par 2, puisqu'il y a que Arnaud et moi qui pouvons juger. Donc, et on avait 110 inscrits, tu vois. Donc à la fin du lundi soir, on est comme ça, t'as compté je dis des bêtises, mais 500 000 DU, tu vois. Bon. Et pour le dernier entraînement, on savait qu'il y avait de la suspension. Donc le jeudi soir, je me fais un aller-retour à Lille pour acheter un rack
Rogue pour pouvoir faire de la suspension, un truc que je mets dans le coffre de la Duster du frère d'Arnaud. Enfin, honnêtement, c'était une période, moi je suis retourné vivre chez ma mère pour le lancement de la société. Je pensais pouvoir redéménager au bout d'un an et demi. Ça a retardé tout ça et tout, donc j'étais chez ma mère, pas la période la plus agréable quand t'as 25 ans ou quoi que ce soit, mais rétrospectivement, putain, on a quand même fait des trucs. Alors heureusement, ça c'est, de toute façon sinon j'y serais retourné mois 2, hein, je te rassure. Ouais. Mais même, voilà, c'est des trucs maintenant, je t'avoue qu'avec le recul, j'ai vraiment pas envie que ça réarrive, mais ça a aussi forgé. Tu vois, là maintenant, quand on est dans notre local de 650 mètres carrés et que t'as des gens qui étaient avec nous à l'époque, hein, et que tu vois, on se regarde, on dit putain, t'imagines l'outil de travail qu'on a maintenant. À l'époque, on s'entraînait sous des ponts avec des tags, des trucs, bon, tu vois, des voitures qui passent à côté. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Justement, du coup, tu vas déménager. Ouais. Pourquoi tu décides de déménager ? Alors, salle trop petite. On a eu des problèmes de voisinage au début. Sur la première ? Sur la première. Ouais. Sur la deuxième. Et on en a encore un peu aujourd'hui. Okay. Mais ouais, sur la première, on a des problèmes de voisinage qui au final se calment. Donc quand on est parti, c'était plus tant une problématique que ça. Parce que la personne avait déménagé et que les gens qui restaient, voilà, c'était entente cordiale. Nous, on faisait nos efforts. Eux, ils avaient descendu un petit peu leurs standards, donc ça allait. Mais ça devenait trop petit. On avait quand même toujours cette volonté d'expansion. Et de toute façon, quand on est rentré dans ce local, quand on l'a visité avec Arnaud, on s'est dit, grosso modo, ça nous fera les 3 premières années. Tu signes un 369, on avait quasiment prévu de sortir au bout de 3... Enfin, on n'avait pas quasiment, c'est qu'on avait prévu de sortir au bout de 3 ans. Bon, au bout de 3 ans, il y a eu le Covid, et surtout, il y a le fait qu'il n'y a pas de local à Versailles. Il n'y a pas de locaux. On visite tous les trucs qui passent. Hein, tous les trucs qui passent. Et on visite une imprimerie à un moment à acheter. On n'arrive pas à l'acheter parce que le mec a un permis de construire pour faire sur la moitié une habitation, et sur l'autre moitié, ça doit rester du commercial. Bon. Et en fait, le mec nous recontacte pour nous dire en fait, la partie commerciale, elle va avoir lieu. Est-ce que ça peut vous intéresser avant la construction et à de la location? Heureusement. Et on lui dit écoute, pourquoi pas, ça nous fait un petit upgrade. En plus, tu vois, on va pouvoir mieux penser la salle. On passe de 122 à 160. Tu vois, on pense un peu mieux le projet avec des rangements vraiment pour optimiser l'espace. Et par contre, on le prévient. On lui dit, par contre, vous savez, nous, notre activité, elle peut générer de la gêne, tu vois. On sort d'une problématique, les travaux, il faut que vous les fassiez en conséquence. C'était quoi la surface de celui-là, du coup, c'était 160. Ah oui, c'est ce que tu disais, je crois que tu parlais des adhérents. Okay. Non, 160 mètres carrés, grosso modo. Et là, donc on signe, je m'en souviens, le 22 juin 2023, que je te dise pas de bêtises, pour une rentrée dans le local, donc ce deuxième. Hein, donc 4 ans après. Donc 4 ans après. S'il n'y avait pas eu le Covid, tu t'aurais bougé avant? Non, parce qu'il n'y avait pas de locaux disponibles. Ok. S'il y avait eu des locaux disponibles, on aurait bougé au bout de 3 ans. Mais, et donc on signe pour une livraison, franchement je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois en octobre. Et en octobre, je passe sur le chantier, mais genre t'as même pas 4 murs, t'as 3 briques, le sol en terre et tout, donc j'envoie le message, je dis, on en est où là en fait? Ah oui, on a du retard sur les travaux. Oui, je vois ça, oui, en effet, j'ai pu le constater. Donc on redécale, on signe un avenant au bail pour une rentrée en décembre, toujours 2023. Et je repasse en décembre 2023. Tu dois avoir à peu près les 4 murs. Je sais même pas s'il y a un toit. Je dis par contre là, c'est quoi l'histoire? Et ils avançaient beaucoup par contre sur l'habitation à côté, ce qui est normal. Au final, ça prend du retard, mais bon, au bout de relance, voilà. On rentre dedans en février 2024, nous pour l'Open. On avait dit l'Open, il faut qu'on le fasse dans ce local-là. L'Open, ça passe, mais dès le deuxième entraînement, c'était deadlift, DU, rameur. On a les voisins qui viennent nous voir, ils nous disent, ils visitaient, ils n'y habitaient pas encore. Ils visitent, ils nous disent par contre, qu'est-ce qui se passe là? On dit on fait notre activité. Ah, mais là, ça va pas le faire, là, en fait, ça vibre de fou et tout. Et moi, je leur dis, oui, mais on a prévenu le propriétaire. Enfin, là, vous voyez avec le propriétaire, parce que bon. Et on est parti pour 1 an, petit 1 de problèmes juridiques. Donc on a passé 2024, l'année avec les avocats, mais vraiment, hein, moi j'ai fait stress, hernie discale pendant 2024. Je te passe le fait qu'on est rentré, il n'y avait pas d'électricité.
Ouais. Donc on a fait au moins une semaine ou deux sur groupe électrogène pour avoir la lumière. On a été inondé 5 fois, je crois, dans les 3 premiers mois. Donc vraiment nickel, tu vois. Donc après, les assurances, les trucs, et puis le propriétaire, je pense que tu as compris que c'était pas le mec, tu vois, la moisissure qui monte au mur, enfin vraiment, mais... Et en fait, on signe un accord juridique avec les voisins qui était super cool, mais qui par contre, à mon avis, devaient vivre, je te dis pas un enfer, parce que on finissait, on mettait genre 3 dalles de 50 centimètres l'une sur l'autre, et on faisait des deadlifts sur les crashpads. Donc tu avais genre 3 dalles là, et un crashpad de chaque côté. Enfin, et encore une fois, notre communauté, nos adhérents ont été mais incroyables. Une résilience et une patience, on en a perdu, hein, certains, mais waouh, tu vois... mais bon, parce qu'encore une fois, on coachait, on faisait l'effort, bon. Et on signe un truc, un document juridique, je sais pas, en septembre 2024 ou en octobre, qui dit, nous, on doit partir au 31 décembre, mais les voisins peuvent pas nous attaquer, tu vois. Parce que du coup, en gros, le voisinage, il c'était un voisin, mais en fait, c'était soit on trouve une solution et nous, tu vois, c'était des travaux, le propriétaire était pas prêt à les faire. C'est des travaux, t'es jamais vraiment sûr que, tu vois, ça va totalement suffire. Atténuer. Je pense que de toute façon, la base était pas bonne, tu vois ce que je veux dire. Et puis, nous, on était rincés. Avec Arnaud, tu vois, franchement, on se connaît bien, on travaille super bien ensemble, mais on commençait à s'embrouiller. Tu sais, on était mentalement vidés, quoi. Tu vois, tu dois arriver 30 minutes plus tôt, tu te pètes le dos à bouger les dalles, le soir, tu dois les ranger, tu peux pas faire ce que tu veux, la programmation, c'est une horreur. On était vidés, vraiment. Moi, je te dis, j'ai fait une hernie discale, bon. Donc, parce que légalement, quoi qu'il arrive, c'est le voisin qui va gagner ? Non, mais tu peux partir en procédure. Mais franchement, je sais pas si tu as déjà fait du légal en France, mais c'est long, ça coûte cher. Et puis en plus, moi je fais pas mon travail pour déranger les gens. Moi je fais mon travail pour améliorer la santé des gens. Donc quand tu as des gens qui sont un tout petit peu soupolés parce que une fois tous les 6 mois ils entendent un peu de musique, il y a une micro-vibration, bon là je leur dis écoutez, excusez-moi, mais voilà, tu vois. Mais là, honnêtement, ils étaient vraiment de bonne foi. Tu vois, je voulais pas, et puis honnêtement, nous, il fallait que ça s'arrête. De toute façon, ça allait nulle part. Ah non, mais de toute façon, il n'y avait pas de possibilité d'améliorer le truc, tu vois. Donc on signe ce truc-là, et avec Arnaud, on est là, écoute, on verra. Soit on ferme, et puis... Donc quand tu signes, tu te dis au 31... Au 31, on arrête, sait pas. On quitte, on sait pas. On sortira du local, ça c'est sûr. On a 2-3 petites pistes, mais on dit... Et ça, tu signes quand ? En septembre, un truc comme ça. Ok, donc 3-4 mois après, c'est fini. Ouais, exactement. Okay. Mais il y a un monde où on était là, écoute, on arrête. Moi, j'ai mon boulot pour CrossFit. Arnaud, tu vois, il était là, non mais moi, je vais retomber sur mes pattes. Mais même lui, tu vois, il était là, stop, quoi. Ouais. Est-ce qu'on allait rouvrir ? Quand on allait rouvrir ? Où on allait rouvrir ? On savait rien. Et donc, on continue notre travail. Et moi, pendant 1 an et demi, en rentrant depuis la première salle jusqu'à chez ma mère, je suis passé devant un garage Ford collé au rail du RERC, collé. Et on avait déjà un peu nos problèmes de voisinage à l'époque, et j'étais là, waouh, si un jour on pouvait avoir ce local, personne ne pourrait rien nous dire, tu vois, parce que t'as le RERC qui passe à côté, tu vois. Et un jour, j'ai un adhérent qui arrive en vélo qui me dit, Pierre, tu sais que Ford, ils partent ? Je dis, ah bah non, attends, s'ils partaient, je le saurais quand même. Il dit, si, ils partent, là, il n'y a plus les enseignes et tout. Je dis, bon, ok, c'est un samedi matin, je coach les 3h du samedi matin, je ferme à 13h, à 13h15, je suis devant. Et en effet, Ford partait. Je ne savais pas le local, la taille qu'il faisait ou quoi que ce soit. Je prends une photo et on a un mec au sein de la salle qui connaît, il est dans l'immobilier depuis 20 ans sur Versailles, il connaît la mairie et tout. Style, le samedi, je lui envoie, le lundi ou le mardi, il avait le nom du propriétaire. Et style, le vendredi ou le lundi suivant, on avait un accord de principe pour signer une location. Tu vois. Ouais. Du coup, pour le coup, moi j'ai vu vite fait des photos là en préparant. Ouais. T'as une verrière au milieu. Non, mais... C'est malade. En fait, le lieu est malade. Tu sais, pourtant de base, j'y crois pas trop, mais tu sais, c'est un peu karma. Tu sais, t'as l'impression qu'il a fallu passer par 2024, une année vraiment... Je suis pas du genre à me flageller ou quoi, mais je la souhaite quand même vraiment pas à grand monde, parce que... C'est pas terrible. Ouais, santé mentale, j'ai vraiment de la chance d'avoir des proches qui, tu sais, bien et tout, et puis d'être bien entouré, parce que, ouais, vraiment, c'était dur. Mais pour arriver dans un local comme ça, franchement, incroyable. Incroyable.
Non, tu le refais pas, mais la récompense. Je sais pas, mais en tout cas, le hauteur, point d'arrivée est là, et ouais, un peu de karma, et donc ouais, juste incroyable. Donc en fait, on signe ça un peu à l'arrache, et puis on fait les travaux, et encore une fois, on demande à notre communauté, nous on est au Pierre Ouvert, alors bon écoutez, il y a plusieurs possibilités, nous on ferme toujours en hiver entre Noël et le jour de l'an, tu vois. Ok. On dit soit on ferme au 25 décembre et on rouvre style le 6 janvier, mais il y aura que une partie de la salle qui sera prête et on s'entraîne, mais en parallèle des travaux qui continuent. Mhm. Ultra sécurisé et tout, hein, tu vois, c'était en plus pas des gros trucs, tu vois. Soit en gros, et on n'a pas tout le matos. Là, parce que tu sais, les commandes, tu vois, Bah oui. ça prend du temps à arriver. Donc on a juste le matos qui nous reste des précédentes salles. Soit en rouvre, je dis une bêtise, mais style le 30 janvier. Donc là, c'est encore un peu en parallèle des travaux, mais on a le matos qui est reçu et les vestiaires devraient être prêts. Soit on rouvre le 15 février, mais là, tout sera prêt, tu vois. Et en fait, tout le monde nous dit, non mais nous, on veut s'entraîner. Les gens, ils viennent, ils prennent leur douche chez eux, ils arrivent limite avec les chaussures et tout. Encore une fois, extra, hyper compréhensif. Donc, première option. Première Ils ont pris la option, première option. exactement. On a rouvert finalement pas le 6, le 8, parce qu'on a eu un tout petit délai. Déménager une salle et remonter une salle en une semaine, c'est quand même. Voilà, Chaud. tu vois. Et puis on voulait quand même, et je voulais que Arnaud, Clara, Ludivine puissent profiter avec leur famille un minimum, tu vois, sur les jours de Noël. Et ouais, et incroyable, incroyable, vraiment. Enfin, Et donc là, juste quand tu changes, bon là, c'est un peu. Enfin, c'est le truc qui tombe du ciel un peu. C'est Ah pas oui. forcément, tu Ah vois, non, tu mais oui. calcules, etc. Mais ça change, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, ça change. C'est un potentiel qui est fou, mais ça change aussi les maths. Est-ce que c'est une fois que tu es dedans, où tu te dis, ok, bon, bah maintenant, ou une fois que tu sais que tu l'as signé, tu réfléchis un petit peu à tout ça. Avant. Avant. Même si avant que tu l'avais signé, tu t'es dit, même si le truc tombait des ciels, tu te disais, c'est le truc devant lequel tu passes tous les jours, tu t'as quand même fait des maths avant. Tu t'es dit, En fait, à ce moment-là, tu sors quand même d'une année horrible. oui, Je t'avoue, j'ai pas envie de me remettre 6 mois horribles à courir derrière l'argent parce que, en fait, comme tu le dis, les maths sont pas bonnes. Tu vois, là, on change de domaine, hein, en termes de loyer, hein. Là, c'est-à-dire que tu passes de 4 à 5 chiffres. Enfin, tu vois, c'est. ouais, tu veux dire, tu gardes pour Ouais, toi, ouais, mais non, mais on est Le à loyer, 10 000 euros, c'est grosso modo, tu vois. c'est 10 000 euros, tu sais. Très proche, tu Ouais. vois. Donc, Ouais. t'imagines, tu vois, enfin, tu passes de. Sur le deuxième local, on avait déjà augmenté un petit peu, on devait être à 3 500, 4 000, mais enfin, tu fais plus que x2. Donc, t'es dans un game qui est totalement différent. Ouais. Tu vois, enfin, là, c'est plus tu petite fais x3 société. sur ta charge, ouais. 2 000 euros, non. Et là, t'es là, ok, d'accord, tu vois, enfin, tous les mois, quand tu fais le virement, c'est pas la même histoire. Donc, en fait. Tout ça, ça fait quoi? Tu es obligé au préalable, je pense qu'on devait avoir signé, mais on fait une réunion auprès de nos adhérents pour leur expliquer qu'on va augmenter les tarifs, qu'on va augmenter les tarifs même des plus anciens. Parce que du coup, tu te souviens à peu près combien d'adhérents tu avais à ce moment-là? En vrai, on avait à peu près stagné, hein. On Et était ça encore couvrait, à 130, 140. ça couvrait pas tes charges, du coup. Si, nouvelles charges. grosso Si, ça modo, couvrait tes nouvelles si, charges parce que aussi. sur la première salle, à la fin, on faisait du bénéfice et Ok. on était bien, hein. Ok. Enfin, bien, attention. Je roule pas en Porsche, j'ai jamais roulé en Porsche, mais voilà, non, on arrivait à faire du bénéfice, on renouvelait le matériel. Si demain on se disait, ah bah tiens, faut acheter 300 bagues, on pouvait le faire. Donc non, ça va, on avait créé de l'excédent de trésorerie et tout. Non, ça va. Sur la deuxième salle, on crame tout l'excédent de trésorerie en déménagement et on stagne. Donc en fait, on fait grosso modo une année .0, quoi. Ok. Tu vois. Donc quand tu déménages, t'es là. Alors on avait bien augmenté nos tarifs. Quand on déménage, on est déjà à grosso modo on avait encore de limité à ce moment-là, on était déjà à 120 euros, tu vois. Sur le premier déménagement? Sur le premier déménagement, grosso modo, on déménage. On avait déjà eu des paliers, hein, entre les Oui, ce que tu 80 et les disais, 120, ouais. mais grosso modo, quand on est dans la deuxième salle, on est à 120 sur l'illimité. Je sais pas si on était déjà sur du 6 fois ou si on était encore sur l'illimité, mais voilà, c'est ça. Donc juste pour avoir en tête, quand Ouais. tu changes la première fois, tu augmentes un peu ton loyer, tes charges Ouais. fixes avec ce nouveau loyer, elles étaient déjà couvertes? Oui. Ok, donc tu prends pas un risque Oh non. fou à ce changement-là. Le deuxième, quand tu passes à 10 000 de Ah là, loyer, par contre, on prend un risque de fou. donc là tu couvrais pas. Ah non, Oui. mais pas du tout. Ah Ok. bah non, mais je te dis, de toute façon, grosso modo, à 3005 de loyer sur le deuxième, on fait grosso modo une année .0. Oui, donc et t'avais plus de trésor. On n'avait plus de trésor, on en récupère un tout petit peu avec l'indemnité d'éviction parce que quand même le propriétaire il nous fait sortir au bout d'un an, on a un bail commercial, hein, donc Oui. nous on lui dit vous êtes gentil mais enfin on récupère par rapport à ce qu'on a investi. Enfin Oui, tu récupères pas grand-chose. c'est encore une fois un gros pari, mais Ouais. c'est un pari qui est beaucoup plus positif. Ouais. Mais par contre c'est grosso modo un pari qui peut se péter la gueule, ça c'est sûr. Et donc ton déménagement, comment tu le finances et combien il te coûte? Ton deuxième. Banque, Ouais, donc prêt. prêt forcément.
Et le global, avec réinvestissement matériel, travaux, tout ça, on est, je vais pas te dire de bêtises, mais entre 80 et 100, grosso modo. 80 et 100 000 Ouais. Ton déménagement, ok. Donc, tu te souviens combien t'empruntes à ce moment-là? Les chiffres que je viens de te donner. 80-100. Ah bah, Ouais, on a ok. vraiment, enfin, t'enlèves 10 000. En gros, Ouais. on a 10 000 euros d'excédent de trésorerie, d'indemnité d'éviction, quoi. Mais bon, tu sais, en plus je te dis ça, mais tu dois donner les mois tu sais, tu dois donner les garanties financières aux propriétaires. Donc en fait, je pense qu'on a tout emprunté parce que je pense que ce qu'on récupère en excédent de trésorerie, en fait, est mangé dans premier loyer plus garantie et tout, donc dépôt de garantie. Donc ouais. Donc 80-100, ça finance ton matériel et une partie du temps où t'es pas rentable? Oui, ah Oui. bah oui. Voilà, T'as la trésor pour le moment où on n'est pas rentable. Pour le coup, encore une fois, hein, tout est posé sur business plan. Oui. Donc t'as le moment où t'es pas rentable, t'as le matériel, sachant qu'on en a quand même déjà, mais Oui. t'as quand même un réinvestissement. Notamment, les gens sous-estiment le coût du sol, les dalles Oui, de oui, sol. oui. Nous, en plus, on prend du 43 parce qu'on sait quand même qu'il y a potentiellement des voisins, donc on veut faire gaffe et tout aux vibrations. Puis Donc, t'es traumatisé. voilà, exactement. Non, mais c'est clairement. Donc, le prix au mètre carré des dalles de 43, tu peux aller voir sur internet, mais voilà, c'est pas donné. Et quand t'as. Alors, on n'a pas 650 mètres à remplir, mais voilà. En plus, quand même, le matériel, faut pas que ça paraisse vide. Donc, tu as ce réinvestissement-là, tu as quand même les travaux d'aménagement de vestiaire, tu pas grand-chose, mais quand même, remettre un coup de propre. Donc, ouais, grosso modo, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, tu mets combien de temps sur le deuxième? Donc là tu réaugmentes tes tarifs, tu annonces à tout le monde que tu réaugmentes tes tarifs. Voilà, mais surtout, un truc qu'on n'a jamais fait avant, c'est qu'on augmente nos anciens. Ok. Et tu vois, on parlait des pensées, des pensées limitantes tout à l'heure. Bah, moi, dans mon business plan, je prévois. Je prévois de souvenir, je crois, entre 10 et 15% de gens qui vont me dire, bah, c'est pas possible. Mhm. Oui, ouais, à l'augmentation, on va arrêter quoi. Exactement. On a genre une personne qui est partie, mais je suis même pas sûr que ce soit à cause de ça. C'est parce qu'une salle ouvrait à côté de chez elle. C'est Voilà. une excuse en fait, c'est Voilà. l'ouverture. Et pour genre entre 4 et 5 personnes, on a trouvé des alternatives, c'est-à-dire qu'ils étaient en illimité, et au lieu de les augmenter, bah, ils sont passés sur du 3 ou sur du 2 fois semaine, puisque dans tous les cas, c'était leur fréquentation. C'était leur consommation qu'ils avaient aujourd'hui. Exactement. Bah, nous on en fait un paquet, les augmentations tarifaires, tous les mois. Ça se passe, si c'est un peu réfléchi, enfin si la communication est bonne avec les adhérents, visiblement ça se passe toujours bien. Enfin, des retours qu'on a, c'est rare qu'ils claquent la porte et qu'ils te disent déjà, il faut être prêt à trouver des solutions. Tu vois, comme on en parle là, bah, est-ce que peut-être c'est de diminuer d'un créneau? Est-ce que, tu vois? Et puis après, comme tu dis, si tu leur expliques, si tu leur dis, en fait, comprenez que là, si on fait pas ça, bah, de toute façon, on restera pas ouvert. En fait, les gens, ils ont quand même envie. Si le boulot que tu fais est bon, si le coaching que tu fais est bon, si tu changes leur vie, comme on le dit depuis tout à l'heure, et c'est applicable à eux, bah, ils ont envie que tu restes ouvert. Donc, oui, bah, des fois, 10 euros par mois, surtout dans l'état actuel des choses, ça peut être quelque chose, mais il faut le mettre en comparaison à ce que tu leur apportes dans leur vie. Ouais. Et si tu les as aidés à arrêter de fumer, à truc à machin, peut-être que ce qu'ils mettaient dans les cigarettes, ils sont très contents de le donner, tu vois, à toi ou quoi, tu vois. T'as la majorité des adhérents qui suivent. Tout le monde suit. Comme je te dis, c'était loin? Non, bah après Versailles n'est de base pas une grande ville, mais en fait, je sais pas, on a la première, on a la deuxième, on revient pile entre les deux, et surtout vraiment centre-ville. Donc les distances, c'est quoi? C'est que dalle? Ouais, à pied, c'est 15 minutes, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et de la première, on était à plutôt 25 minutes, tu vois, entre la première et la deuxième, 25, et entre la première et la deuxième, bah, du coup, 10. Entre la première et la troisième, 10, et entre la deuxième et la troisième, 15, quoi. Ouais, et donc t'as la majorité des gens qui t'ont suivi à chaque fois. Et puis t'as même des gens qui reviennent. Des gens qui reviennent parce qu'on s'était écarté de chez eux, mais que là on se rapproche, parce que c'était hyper galère pour se garer et que là en fait ça devient plus simple. Plein de choses, Ok. Donc le deuxième déménagement se passe mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Alors après, forcément, des problématiques de grands garçons, de grandes sociétés, faut avoir prévu, tu parlais on peut quasiment dire du BFR, mais en tout cas, tu vois, de la trésorerie pour absorber ces mois, et puis surtout mettre en place des vraies stratégies de, là, en fait, maintenant, voilà, si on n'a pas 50 personnes en plus là à tel mois, là, on va commencer à perdre de l'argent. Ouais. Donc, et vite beaucoup, du coup, c'est des chiffres plus gros. Alors,
Ouais, vite beaucoup. Nous, on a toujours fait attention à ça parce que, comme je te l'expliquais, on a une communauté à laquelle on tient et donc on veut pas la diluer trop vite, trop fort. Mais là, c'était quand même un peu une question de Non. survie de la Non, ce société, que je quoi. voulais dire, c'est que tu changes d'échelle un peu, donc ça veut Ah dire que oui, quand tu perds de l'argent, c'est plus 500 par mois, oui, oui, c'est excuse-moi. 6 000 par mois, quoi, tu vois. Exactement, c'est Et tout de suite, exactement ça. ça va plus vite, quoi. T'as tout résumé. Oui, c'est plus ah bah là on a fait un mois à moins 200 parce qu'on a eu des charges exceptionnelles. Ah oui, ah bah là on a fait un mois à moins 3000 parce qu'on a eu des charges Ouais, c'est exceptionnelles. ça. Ah oui, d'accord, ok, tu Ouais. vois. C'est sûr et certain que l'impact n'est pas le même, ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, la dernière partie qui m'intéresse, c'est la partie plus CrossFit. Ouais. De l'extérieur, nous, on est quand même pas mal dedans, mais sans y être vraiment. Comme je te disais, l'organigramme, le fonctionnement, c'est pas méga clair Ouais, pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça? bien sûr. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que CrossFit fonctionne un petit peu avec trois silos, trois piliers. Il y a l'éducation, l'affiliation et le sport. Le sport, on a assez peu, voire très peu d'échanges avec eux. Il y a quelques licensed events en France, mais voilà. Donc c'est vraiment les compètes, quoi. Ouais, Les c'est vraiment les événements. compétitions. C'est vraiment le sport de CrossFit, la compétition. Et c'est sûrement ce dont je vais te parler un petit peu le moins Hmm. aujourd'hui. Et ensuite, tu as les deux piliers qui vont être l'affiliation et l'éducation. Éducation level 1, 2, 3, 4, cours en ligne, etc. Et l'affiliation, toutes les salles qui veulent être affiliées, qui sont affiliées, qui utilisent le terme CrossFit. Donc ça, c'est vraiment la base à bien comprendre. Nous, on a la chance en France d'avoir une équipe qui se connaît très bien. Ellie est un ami, Raph également, Marie également, Anne également. Enfin, c'est des gens avec qui on s'entend très bien. Donc, on a vraiment, tu vois, beaucoup d'échanges. Il y a des pays dans lesquels déjà ça se fait, c'est un petit peu moins. Tu Ouais. vois, donc Tu veux dire donc c'est un entre peu la plus partie dissocié. éducation Éducation et ouais, ouais. et affiliation. Donc nous, on a vraiment un travail ensemble. Euh, donc déjà, moi, je ne suis pas salarié, hein, je suis auto-entrepreneur, donc je suis Ok. prestataire pour CrossFit. Et après, pour ce qui est de l'organigramme, donc on a le CEO. Oui. En dessous, on a donc Bruce Edwards Hmm. qui vient de rejoindre CrossFit. Juste en dessous, en tout cas, ce qui me concerne moi sur l'affiliation, on va retrouver Jay DeKoon qui est responsable des affiliés au niveau mondial. Juste en dessous, on va retrouver Holly Mansbridge qui est responsable pour, on va dire, l'Europe, parce que c'est son rôle officiel, mais maintenant il y a beaucoup plus que l'Europe dont il s'occupe. Et enfin, on va me retrouver moi pour gérer la France et Timothée avec qui je travaille pour faire ce qu'on appelle le support de la communauté, donc encore augmenter les relations qu'on peut avoir avec les affiliés. Voilà un petit peu ce qui est l'organigramme. Et donc tu peux imaginer qu'en fait, si on reprend les silos, tu as vraiment Bruce Edwards qui est au-dessus de tous les silos, qui va gérer les trois. Ensuite, tu prends le silo affiliate. Tout en haut, pour gérer vraiment tout le silo, tu as donc Jay DeKoon. En dessous, tu as deux personnes qui se divisent le monde en deux avec Oli et Ed. Ok. Ed qui est plutôt sur l'Australie. Et ensuite, tu viens diviser par pays. Ok. Ok. Et donc, c'est intéressant ce que tu disais, t'es presta. Ouais. Ok. Ça veut dire que, en gros, ton job, c'est quoi? Mon job, c'est Pour CrossFit, évidemment. moi, en tout cas, la vision que je le vois, c'est d'être là pour l'ensemble de la communauté CrossFit au sens hyper large. Donc, Parce qu'en fait, tu pourrais me dire demain, toi, tu veux ouvrir une salle de CrossFit dans un an, mhm. t'as aucun lien avec CrossFit. T'as pas de diplôme, t'as pas de tout ça et tout. Peut-être même que t'en fais pas. Il y a des gens qui nous contactent, ils font pas de CrossFit, tu vois. Et ils pensent quand même, tu vois, soit passer leur level 1, soit s'affilier ou quoi. Ben moi, je suis là pour ces gens-là, tu vois, Ok. pour être un point d'échange. Et puis après, bien évidemment, les gens de la communauté, donc toutes les personnes qui ont un diplôme CrossFit, qui prévoient d'en passer un, qui ont besoin d'aide sur des problématiques diverses et variées. Et bien évidemment, avant tout, la grande majorité, c'est être là pour les honneurs d'affiliés, autant de façon, je dirais, réactive. Demain, tu as un problème, tu me passes un email, on va gérer le problème ensemble. Et on essaye aussi de faire du proactif. Quand j'ai la chance de voyager un petit peu et d'aller euh, traduire des séminaires, par exemple à Montpellier il y a quelques semaines, au lieu d'arriver le vendredi soir, je suis arrivé le vendredi matin et je suis allé visiter un petit peu toutes les Oui. boxes de Montpellier pour voilà, juste échanger. Et puis des fois, tu vas visiter une box qui te fait part de certaines problématiques. Toi, tu peux échanger, lui te faire un retour d'expérience. Et puis 6 mois après, peut-être que ça va un petit peu mieux avec ce que tu as pu apporter. Donc, tu veux une liste des tâches, elles peuvent être hyper diverses et variées, mais grosso modo, c'est vraiment être un point de contact, un relais
entre les États-Unis qui déjà ont des fois des réponses un petit peu formatées. Vous voulez faire ça? Voilà la réponse, tu vois. Ouais. Toi, tu es là, bon, ok, déjà on est latin, tu vois, on est européen, donc vas-y, on va, voilà. Et puis en plus, on va se parler en français, ça va être un petit peu plus simple. Peut-être que la communication et la problématique n'était pas vraiment bien comprise, donc tu vois, peut-être qu'on va s'appeler. Comme ça, je comprends encore mieux la problématique, je te fais part des options. Donc c'est vraiment tout ça. Et est-ce que c'est pas un peu frustrant dans ta position? Je sais pas si tu as le droit de le dire, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que en fait t'es le point de contact, tu peux apporter tout ce qui finalement te concerne toi en perso, c'est-à-dire toute ton expérience de honneur ou tout ce que tu as pu entendre à droite à gauche, mais d'un point de vue CrossFit, j'imagine que t'as pas les mains très très libres. Oui et non. Déjà, c'est pas frustrant parce que, comme je te l'ai dit, moi, un peu le truc qui drive, c'est aider. Donc en fait, aujourd'hui, on me met dans une position et dans une situation qui me permet d'aider encore plus. Et je le vois quand même dans le sens où, si demain j'aide un honneur, j'ai à ma toute petite échelle, hein, c'est lui qui fait le taf avec ses adhérents, mais peut-être que j'ai un impact qui va lui permettre de rester ouvert ou tu vois, d'engager un nouveau coach ou quoi que ce soit, et que du coup la qualité de service soit meilleure, d'avoir plus de gens qui font du CrossFit. Donc non, à ce niveau-là, moi, c'est vraiment un job que j'aime, dans lequel je m'épanouis. On n'a, c'est sûr, pas la main sur tout, mais on peut quand même faire remonter des infos. Et des fois, ça prend un petit peu du temps, mais il y a des choses qui changent. Je pense au level 3, le test en français. Ça a été demandé à la réunion des affiliés en 2019, si je ne dis pas de bêtises, à Greg Glassman. Ça a pris du temps, mais ça a été mis en place, tu vois, 2-3 ans après. Le Judge Course, bon ça doit faire 10 ans que les honneurs le demandent. Bon, bah cette année, le Judge Course était offert aux honneurs. Il y a des choses qui arrivent, qui sont dans les tuyaux, sous quelle forme et comment ça se mettra en place. Et c'est des choses qui sont demandées depuis longtemps par les honneurs. Est-ce que si on n'avait pas été là, ça aurait pris la même durée ou quoi que ce soit? Moi, peut-être que je me mens à moi-même, mais j'ose croire que ça a quand même accéléré un petit peu le process. En gros, vous pouvez essayer de pousser. Oui, et on le fait. Ouais. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on le fait. On le fait. Là, ce matin, de 9h à 10h, on a une réunion tous les matins avec l'équipe CrossFit, principalement européenne, mais en fait un petit peu mondiale. Et on a abordé des sujets sur genre ça va pas. Ouais. Donc peut-être que c'est la première fois qu'on dit ça va pas. Peut-être que dans 3 mois on dira bon ça va toujours pas. Peut-être que dans 6 mois on dira ça va toujours pas. Mais du coup peut-être que dans 12 mois ça changera. Oui. Et si à la base il y avait personne pour dire ça va pas, ou que c'était juste un honneur, tu vois, qui faisait un mail au support vaguement et puis en fait il a un peu la flemme de le faire, alors que toi quand tu l'as au téléphone ou quand tu vas dans sa box, bah il ose t'en parler, bah ça a un impact différent. Donc ouais. C'est pas toi qui avais géré. T'es arrivé au moment où c'était un peu plus compliqué, là, où il y a eu la loi de Murphy, comme on l'a dit. Non, t'étais pas là. Si, t'étais là. Moi, ça fait 5 ans que je travaille pour CrossFit. Oui. Ah oui, c'est vrai, mais t'étais pas en support. Voilà, je suis rentré, sorti de Covid. C'était encore, bon, il y a eu le Covid, hein, donc c'était pas les moments les plus faciles, mais c'était en même temps hyper gratifiant et épanouissant parce qu'on pouvait vraiment aider, tu vois, certaines réductions au honneur, des choses comme ça et tout. Donc tu intervenais quand même dans un moment où les honneurs avaient vraiment besoin d'aide et dans la plupart des cas, tu pouvais leur en apporter. Donc c'était vraiment gratifiant. Si après, quand tout s'est passé, j'étais bien dedans et non, on y était, ouais, t'inquiète pas. Pendant ce moment-là, j'ai l'impression que nous on était un peu extérieurs, mais tu vois, on a vu on a eu des retours de certains honneurs ou de gens qui se sont désaffiliés, qui certains ont repris l'affiliation aussi derrière. J'ai l'impression que c'était, et c'est ce qui se disait beaucoup, c'était la communication qui était un peu bordélique, plus que le fond, je pense, en réalité. Même si, bon, de toute façon, quand on augmente les prix, de façon générale, c'est ça rejoint ce qu'on disait avec les adhérents. Si tu l'expliques pas bien, en fait, ça va être mal pris. Est-ce que ça... voilà, ça s'est calmé un peu, j'ai l'impression que tu vois, c'est bon, c'est reparti un peu sur une autre phase, etc. Est-ce que ça, tu as l'impression qu'il y a un travail dans ce sens-là qui est fait? Est-ce que là, le changement un petit peu de structure, le nouveau CEO, c'est quoi un peu? Est-ce que tu sens déjà, tu vois, une vision qui est différente? C'est quoi les gros sujets que tu peux partager
Moi, je déteste les fausses promesses. Et c'est tellement frais qu'il n'y a pas, pour l'instant, malheureusement, de gros trucs. Non, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est sûr et certain, je ne connais pas grand monde qui te dira, ah, oui, la communication sur l'augmentation de prix de CrossFit a été bien faite. Tu vois, hein. Ça, je ne vois pas qui que ce soit qui pourra te le dire. C'est clair et net. Mais même nous, hein, à l'époque, on a été un peu là en mode, en gros, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'ai pensé, à l'époque, c'était Julian encore. Ouais. Et j'ai vu passer un truc où, en gros, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était mon WhatsApp est ouvert. Et je me suis dit, mais le pauvre. Franchement, je me suis dit, mais le pauvre. Excuse-moi, je pensais parce que nous, on a fait la réunion des affiliés, mais genre, je sais pas, 1 mois et demi ou 2 mois avant l'augmentation, tu vois. Et à juste titre, il y a plein d'honneurs qui se sont dit, ah, franchement, pas cool, les mecs, vous nous rassemblez 1 mois et demi avant et vous nous en parlez pas. Mais en fait, on savait pas. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te parlais de frustration. Ouais, bien sûr. Ces trucs un peu descendants. Ah bah oui, mais c'est toujours une balance bénéfice-risque. J'imagine que dans ton boulot, t'es pas là tous les matins. Wouhou, cela va être magnifique. Oui, non, t'as des moments qui sont plus compliqués, mais je pense que ça fait partie. Tu vois, il faut juste que la balance bénéfice-risque, elle soit positive. Et si elle l'est plus, bah t'arrêtes, tu vois. Et moi, honnêtement, c'est sûr qu'elle a varié, mais elle a toujours été positive. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, sur la communication, il y a vraiment eu des évolutions. Il y a un truc qui est encore un peu méconnu, puisque c'est en anglais, mais il y a le town hall. Donc 1 fois par mois, tu as un peu les grandes têtes de CrossFit qui se mettent sur Zoom et qui parlent en direct à la communauté. Tous les honneurs peuvent s'inscrire et rejoindre. Donc Bruce Edwards, Jay DeCoon, du coup Dave Castro aussi, ou une personne avec qui il travaille pour parler de la compétition. Donc un petit peu, tu vois, tous les silos dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la vraie volonté là en ce moment de Bruce, c'est de comprendre ce qui se passe et de remettre l'affilié au centre du débat. Donc là, avec une prio là-dessus, dans l'idée... Moi, je sais que ce matin, j'ai traduit un questionnaire avec questions ouvertes. Autant te dire que pour les Américains, c'est attention, hein, tu vois, c'est pas une case à cocher, c'est questions ouvertes pour les affiliés, genre en mode, ok, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, quel est votre adhérent type ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est un questionnaire qui va arriver, j'imagine, dans les semaines ou quoi que ce soit. Ouais. Donc non, en tout cas, j'aime ce qui se passe dans le sens de, ok, on fait un peu un état des lieux. Parce que tu vois, on en parlait quand tu fais évoluer ta boxe, quand tu fais évoluer quoi que ce soit. Si déjà tu sais pas quel est le point de départ, où t'en es, tu vois, Bruce il arrive et là, ouais, ok, bon, où ça en est un petit peu, tu vois. Donc, c'est assez nouveau ça comme approche, non? Moi en tout cas, de ce que j'ai vécu au travers des différents CEO, oui c'est assez nouveau. Est-ce qu'il s'est passé tellement de temps entre le je veux vendre et au final on vend pas et que du coup ça a stagné et les infos se sont un petit peu perdues? Est-ce que juste, je ne sais pas, tu vois. Mais oui, en tout cas moi c'est une des premières fois que je vois en effet attends. Vraiment, on va un peu remettre les choses à plat, mais même nous, hein, tu vois, on a dû remplir des documents pour mieux comprendre nos actions, nos tâches régulières, pas régulières ou quoi que ce soit. Donc, tu as un espèce de vrai état des lieux qui est fait. Et dans le discours, c'est pour ça que je veux pas faire de fausses promesses. C'est un truc que je déteste et surtout... tu vois, c'est un petit peu ce qui a été fait à l'époque. Oui. En mode, oui, l'augmentation de prix, elle est faite, mais il va y avoir des meilleures choses. Alors, il y a quand même des choses qui ont été mises en place avec le toolkit, avec plein de choses, mais c'est pas assez pour les honneurs, en tout cas du retour de certains. Donc, faut pas faire de fausses promesses, mais en tout cas de ce qui est annoncé, si les actes suivent les paroles, je suis très très positif sur le futur de CrossFit. Plus que les étapes précédentes. Plus que je l'ai jamais aimé. Vraiment. Jamais été, pardon. Plus que je l'ai jamais été. Pourquoi ? Parce que tout le monde est là, Greg Glassman, ramener Greg... Mais en fait, c'est des gens qui, je suis désolé, mais ont un tout petit peu la mémoire courte. Parce que moi, mes premières affiliations, c'était sous Greg Glassman. T'avais un mail par an. Salut, faut repayer l'affiliation. T'avais pas de mensualisation, de trucs, de machin. Ok, merci, à l'année prochaine. T'avais pas de ressources marketing, la communication, t'avais les games, mais tu vois, tous les gens qui disent oui, on veut de la communication santé, il y a eu à la toute fin avec Glassman, c'est sûr, mais encore une fois, c'était un peu extrême ou autre. Donc aujourd'hui, t'as une espèce de base quand même business
avec des vraies ressources qui sont mises à la disposition des owners avec le toolkit, avec des vraies ressources qui sont mises à la disposition des futurs owners. Parce que là, en fait, demain, si toi, tu veux ouvrir ta box, tu peux payer les application fees, les frais d'application, et tu as accès à un cours en ligne qui te permet de monter ton business plan de A à Z. Ça, tu sais c'est combien ça? $1000 les application fees. Dans tous les cas, il faudra y passer pour... voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, dans tous les cas, normalement, tu es accompagné par d'autres structures. Mais si on pense à d'autres pays, d'autres structures où justement tu n'as pas cet accompagnement-là, tu as un vrai accompagnement business. Le starter kit, moi je l'ai fait après avoir ouvert, même comme ça, et c'était franchement au moins 3-4 ans après avoir ouvert, il y a quand même des trucs où je me suis dit, tu vois, ça parle problème de voisinage, ça parle combien de personnes tu peux mettre dans tel mètre carré. Maintenant, tu as des ressources marketing, des templates Canva que tu peux personnaliser pour ton Instagram qui sont mises en ligne régulièrement. Donc en fait, si tu as toute cette ressource-là qui est encore poussée et qu'à côté, tu retrouves un peu cet esprit d'antan de c'est ça notre mission c'est ça, et ça passe au travers des affiliés, des entraîneurs, mais ça peut clairement être les 5, 10, 15 meilleures années de CrossFit, mais au-delà de ce que ça a pu être en 2017, 2018, même 2014 ou autre, tu vois. Oui. Mais bon, après, je suis un optimiste. Mais pour le coup, j'y crois vraiment. Parce que du coup, sur les proprios qui finalement vendent pas, c'est un fonds. Ouais. Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Donc ça, c'est peut-être un point de vue que tu connais pas, mais est-ce qu'ils ont changé d'avis? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'un fonds, c'est un retour sur investissement. La vente, le retour sur investissement ne devait pas être suffisant par rapport à ce qu'ils voulaient faire, et qu'il y a eu aussi une prise de conscience chez les propriétaires. Ah bah, c'est ce que je pense. En tout cas, nous, on a un peu moins d'infos, mais Daniel a communiqué dessus au French. Bon, en effet, je pense qu'il n'y avait pas un retour suffisant ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, je le vois aussi dans le sens où si là, on amorce une super croissance, fait, tant qu'elle va durer, tu vois, les mecs qui sont là, bah là, notre investissement, ils croient, tu vois. Donc, non, mais c'est pour ça, je pense, si ce que je veux dire, c'est que c'est le CEO, on sait que quand c'est des boards avec des fonds d'investissement qui ont le truc, la vérité, c'est que c'est le fonds d'investissement qui va driver selon ses volontés. Alors, le président peut évidemment influencer, enfin, ça dépend comment il gère la relation avec leur président, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si ton propriétaire et pas convaincu par le truc, c'est là que tu as un peu le bordel qui s'est passé, je pense, avant. 100%. Si là, ça se passe comme ça, peut-être que eux ils se sont dit, bon, bah, si on veut retrouver nos 10%, il va falloir qu'on le fasse autrement, quoi. C'est moi en tout cas, mais bon là je révèle rien parce que c'est pas des infos que j'ai plus que d'autres, hein. J'ai juste écouté Daniel, Oli, Jay répondre aux questions au French, mais en tout cas c'est l'image que j'en ai, ça c'est sûr et certain, et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le problème qui a eu lieu sur les précédents CEO où c'était plus... parce que c'était des gens que j'apprécie, hein, tu vois, mais c'était plus on va transmettre l'info plutôt que force de proposition et du mal à s'affirmer, tu vois ce que je veux dire. Là, Bruce, on parle quand même d'un mec qui a travaillé chez CrossFit pendant les années d'or. Tu vois, il est parti en 2019, mais en 2019, il a connu 2016, 17, 18, 19. Quand tu regardes les courbes d'affiliation, c'est là que tu as les vidéos des games, que tout le monde rentre dans les box. Il était CEO. Donc il était Chief Operation Officer. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même un mec qui a un vrai impact sur, tu vois, sur ce qui se passe. Il a géré une box, il a vraiment été honneur, il a coaché. Donc c'est quand même un mec qui connaît vraiment. Qui a une vision. Donc, en tout cas, exactement. Comme tu dis, qui a une vision, laquelle l'avenir nous le dira. Encore une fois, moi je suis un optimiste, donc je peux qu'être optimiste. Cette méthodologie qu'est le CrossFit, au-delà de la marque, m'a permis, moi, d'être en meilleure santé, d'aider ma mère à être en meilleure santé, d'atteindre l'objectif un peu, tu sais, qui me drive, qui est d'aider des centaines de personnes au sein de ma box et plus généralement avec les honneurs de boxe. Donc je peux que rester convaincu par la méthodologie CrossFit, ça c'est sûr et certain. Écoute, on a fait le tour, je crois. Je regarde vite fait, mais ouais, écoute, c'est bon. T'es dispo, j'imagine, pour les honneurs ou les futurs honneurs ou ceux qui se posent des questions. En amont, je veux dire, ils peuvent contacter, tu vois. Ah, bien sûr. Faut surtout pas hésiter. J'en parlais encore avec une future honneuse ce week-end et je lui disais, s'il te plaît, n'hésite pas.
Parce que je le sais, les gens ils m'envoient un message, un mail, je suis désolé de te déranger. En fait, tu ne me déranges pas. Si je suis pas dispo, je vais peut-être mettre une semaine. Ça arrive, là, la semaine des French, c'était blindé de fou. La semaine d'après, ça l'a été aussi un petit peu. Mais voilà, quand il y a un moment, on va répondre, on va être là et on est là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, faut en effet surtout, Il faut qu'il surtout pas sollicite. hésiter. Voilà, pierre.duplex, DUPLAIX, @crossfit.com. Il faut y aller s'il y a des questions, futur honneur, des gens qui se posent des questions sur le CrossFit, sur la méthodologie. Ce sera des fois que des retours d'expérience ou mon humble avis, parce que je ne sais pas tout, très loin de là. Mais si je peux aider, je le ferai avec plaisir. Ben, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais transmettre ou est-ce qu'on est tout? Non, écoute, juste vous remercier pour l'accueil. C'était vraiment super. On a eu un bon échange. J'ai aucune idée de combien de temps ça fait, parce que juste. Moi, j'ai Joy qui vraiment, me met des petits trucs. Là, ça va faire Ok. 2 heures. Eh ben écoute, magnifique. Franchement, c'était trop bien. Merci pour l'échange et pour l'accueil. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.